Alors, mes chers collègues, nous nous retrouvons ce matin pour, selon toute vraisemblance, achever les travaux de notre commission d'enquête avec ce qui sera notre 40e et probablement dernière audition. Il est normal que nous confrontions nos réflexions et nos analyses qui ont eu le temps de s'affiner au cours des semaines et des mois à celles du ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, je vous remercie très vivement de votre présence et d'avoir répondu ainsi à la convocation de notre commission d'enquête. Je ne doute pas que les députés ce matin auront beaucoup de questions à vous poser. Mais de manière liminaire et avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à informer, mesdames et messieurs les membres de la commission, comme l'existence de la commission d'enquête est limitée à 6 mois, il nous faudra prochainement aussi conclure nos travaux. Donc, en accord avec le rapporteur, nous avons fixé comme date donc le 31 octobre donc pour la réunion qui nous permettra d'examiner le rapport. Il aura été évidemment mis en consultation au cours de la semaine précédente, donc ayez bien cela en tête, notez cette information de telle sorte que, évidemment, vous puissiez, comme le veut l'usage, en prendre connaissance, ce qui aura permis aussi évidemment éventuellement de nourrir notre réunion à ce sujet. En outre, comme je vous l'avais indiqué la semaine dernière, la convocation que nous avions adressée au mouvement des soulèvements de la terre s'est heurté à un refus définitif de comparaître. Donc, j'aimerais bien vérifier avec les services de l'administration de l'Assemblée que les documents ont été envoyés, ils ont bien été réceptionnés. D'ailleurs, nous avons eu un retour. Donc, nous sommes une commission d'enquête. C'est donc de la part des personnes convoquées un délit de ne pas se présenter devant la représentation nationale. Et donc, en accord avec monsieur le rapporteur, et comme m'en charge d'ailleurs l'ordonnance du 17 novembre 1958 en tant que président de la commission, donc j'ai décidé de saisir de ces faits l'autorité judiciaire afin qu'elle fasse respecter les droits du Parlement comme cela est prévu. Et monsieur le rapporteur accepte de s'associer à cette démarche. Donc, un courrier partira, courrier de saisine au procureur de la République de Paris. Voilà. Alors, vous connaissez évidemment l'objet de la commission d'enquête, monsieur le ministre. Monsieur le rapporteur vous a fait parvenir un questionnaire. Vous savez aussi que nous avons d'ores et déjà entendu plusieurs directeurs de vos administrations centrales et plusieurs membres aussi du corps préfectoral. Je n'ai donc pas à vous décrire les manifestations de ce printemps, les violences qui les ont émaillées, les risques qu'elles ont fait encourir et aussi les critiques diverses, parfois contradictoires, suscitées à cette occasion par l'action des autorités publiques. Alors, depuis la création de cette commission, nous partageons tous, je crois, la volonté de préserver le droit fondamental de manifester, mais préserver aussi l'intégrité physique des personnes, qu'il s'agisse des manifestants, mais aussi des agents des forces de sécurité intérieure, préserver bien entendu aussi l'ordre public et les biens, en un mot, préserver l'état de droit et nos libertés démocratiques qui sont tellement importantes. Il me revient donc d'introduire nos échanges. Comme tout au long de nos travaux, je le ferai en vous posant deux questions générales qui vous permettront d'exprimer une position à titre liminaire. Ensuite, comme le veut l'usage, évidemment, je passerai la parole à monsieur le rapporteur. Et puis ensuite, je rappelle aux collègues membres de la commission d'enquête qu'ils peuvent évidemment aussi intervenir. Donc, avec ce temps de 2 minutes, mais encore une fois, l'objectif est pouvoir faire en sorte que toutes celles et ceux qui souhaitent évidemment poser des questions à monsieur le ministre puissent le faire. Donc, monsieur le ministre, en premier lieu, nous savons que le printemps a mis à rude épreuve les hommes et les femmes de votre ministère. Les remerciements républicains que nous leur adressons à travers vous pour leur engagement au service de l'intérêt général sont une évidence. Estimez-vous avoir disposé de tous les moyens nécessaires, humains, matériels et budgétaires, pour qu'ils puissent accomplir leur mission dans les meilleures conditions? Estimez-vous avoir disposé de tous les moyens nécessaires aussi pour que les citoyens puissent user de leur liberté de manifester dans les meilleures conditions? Et en second lieu, nous avons consacré beaucoup de temps à étudier les méthodes des, je le mets entre guillemets, Black Blocs,
La présence des fauteurs de troubles est malheureusement devenue habituelle dans les manifestations, à la fois quantitativement, mais aussi de manière de plus en plus récurrente, quasi automatique. Et donc, comment pensez-vous que nous puissions y remédier? Comment, d'une part, prévenir et dissuader, et comment, d'autre part, sanctionner et éviter les nouvelles itérations, puisque on a vu, et si cette commission d'enquête a été créée, c'est parce que un certain nombre de violences extrêmes ont eu lieu au cours des manifestations. Donc, sans tarder, je vais vous passer la parole, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Évidemment, je réponds... Pardonnez-moi, je me rends compte que j'ai oublié de vous demander de prêter serment. Jusqu'à présent... Donc, c'est vrai que c'est un point important. Donc, Monsieur le Ministre, avant de vous donner la parole, et en application de l'article 6 de l'ordonnance numéro 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, je vais vous demander de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite à lever la main droite et à dire « je le jure » après avoir activé votre micro. Je le jure. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Vous noterez l'impatience de vous écouter. En tout cas, je vous passe la parole. Merci, Monsieur le Président. D'abord, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, merci de votre invitation, de votre convocation. J'y réponds bien volontiers, surtout avec le temps nécessaire de la réflexion après les événements très violents du printemps dernier, qui, j'espère que ce n'était pas un lapsus, qui permettent à la fois de revenir sur les manifestations violentes en marge de le projet de loi dit des retraites, et notamment après l'utilisation de l'article 49 alinéa 3, donc à partir du 16 mars, mais également de ce qui s'est passé à Sainte-Soline, dans une manifestation, je mets évidemment des guillemets, rurale. Et donc là, on a, je crois, deux exemples de violences organisées par des groupuscules qui ne sont pas si petits que ça. Nous le verrons sans doute, et vous le verrez sans doute dans votre commission d'enquête, à la fois dans le monde urbain et dans le monde rural. Peut-être un petit mot d'introduction, répondre à vos questions rapidement, Monsieur le Président, et peut-être une présentation très rapide du petit dossier qu'on vous a fait parvenir et qu'on va projeter. Le premier point, c'est peut-être d'expliquer, d'après les services du ministère de l'Intérieur, mais vous avez entendu beaucoup de directeurs des services de renseignement qui travaillent auprès de moi, ce que nous pensons de ces groupuscules qui sont divers, qui ne sont pas organisés au sens sans doute structurel du terme, et lorsqu'ils sont d'ultra-gauche, ils n'ont pas la manie de l'ordre et de l'organisation que peut avoir l'ultra-droite, et ce qui pose sans doute évidemment des difficultés pour les services de renseignement. On constate d'ailleurs quand on combat l'ultra-droite, la DGSI, la DRPP, vous ont dû vous le dire, les choses sont plus faciles, si j'ose dire, parce qu'elles sont plus organisées. Il y a une hiérarchie, il y a souvent des statuts, il y a souvent des financements, il y a un souci de l'ordre qui est parfois obsessionnel, qui aide les services de renseignement à caractériser ce qu'est ce groupuscule. Quand il s'agit d'ultra-gauche, l'organisation existe, mais elle est plus nébuleuse, elle est plus anarchique, donc elle est plus souvent difficile à caractériser, mais pour autant, je crois que les services y arrivent. Je voudrais dire qu'évidemment, derrière tout ça, il y a une pensée, on la connaît, souvent une pensée anticapitaliste, anti-institutionnelle, qui remet en cause profondément les principes républicains qui sont les nôtres. Je veux dire qu'effectivement, ce sont des personnes qui, même si c'est parfois nébuleux, sont organisées et même équipées. Nous verrons tout à l'heure, et vous avez sans doute dû voir qu'ils ont des moyens de coordination. Le fait de s'habiller en noir pour les Black Blocs, par exemple, ça peut paraître un détail, mais c'est évidemment très important. Mais aussi des moyens technologiques. On l'a vu à Sainte-Soline, des radios parallèles, et pas simplement des utilisations d'applications que nous pourrions tous avoir sur nos téléphones portables. Il y a un souci d'organisation pour prévoir des violences, pour pas que les services de renseignement ou les forces de l'ordre puissent les écouter. Et puis, il y a un certain nombre de règles. La dissimulation, ce qui est très différent des années précédentes, sans doute dans les contestations ou dans les contestations violentes non organisées, une manifestation qui dérive ou spontanée, type les émeutes urbaines que nous avons connues au mois de juin.
il n'y avait pas d'organisation générale de dissimulation. Là, il y a une organisation générale de dissimulation, derrière l'anonymat des réseaux sociaux, derrière évidemment le fait de se cacher intégralement et de le faire de manière extrêmement coordonnée. Un mode d'action qui est incontestablement la violence contre les biens, et donc après la violence contre les personnes, quand les personnes s'interposent contre la violence contre les biens. Et puis, évidemment, une coordination qui relève non pas de la stratégie militaire, ce serait excessif, il n'y a sans doute pas d'organisation au sens préparé, comme le peuvent le faire les militaires, mais il y a une tactique qui ressemble à une coordination militaire, et peut-être avec des services, peut-être qu'ils l'ont témoigné comme ça, en tout cas ils le témoignent ainsi dans mon bureau, parfois, et je mets évidemment des guillemets, des généraux, des sous-officiers, et puis des soldats du rang, et avec une organisation hiérarchique dans l'attaque des forces de l'ordre ou dans l'attaque de tel ou tel bien. On le verra notamment à Sainte-Soline, on a même imaginé des colonnes qui attaquaient ces biens ou ces personnes. Je voudrais dire deux points par ailleurs, Monsieur le Président, en introduction pour parler des forces de l'ordre, et ce qui m'a beaucoup interpellé, à la fois lors des manifestations des retraites qui ont pu dégénérer, ou celles autour de Sainte-Soline, et parfois, même si c'est d'une nature extrêmement différente, et on voit qu'il n'y a pas eu de lien, j'y reviendrai si vous avez des questions, avec l'ultra-gauche ou l'ultra-droite, ou extrêmement peu pendant les émeutes urbaines du mois de juin-juillet, je peux constater qu'il y a deux grands débats médiatiques qui sont finalement des débats très importants pour la société et pour le travail des forces de l'ordre, ce qui répond en partie à votre première question, mais pas simplement. Le premier, c'est que les biens sont aussi importants que les personnes. Je pense qu'il faut bien comprendre que lorsque les Black Blocs, lorsque un certain nombre de personnes dont les soulèvements de la terre, ou une partie des soulèvements de la terre, souhaitent montrer que leur combat est légitime, je constate qu'ils disent mais on s'en prend aux biens. On s'en prend à telle banque qui était sur tel chemin, au fast-food du coin, au commissariat de police, à l'hôtel de ville, aux bassines. Et donc finalement, pourquoi mettre de la violence physique des forces de l'ordre face à des gens qui s'attaquent aux biens, puisque finalement, c'est nous, les forces de l'ordre, qui chercherions le fait que les choses se passent très mal, puisque nous interposons physiquement des gens qui ne veulent s'attaquer qu'à des biens. Bon, c'est un combat évidemment vieux comme 1789, que de considérer que la propriété est quand même un droit fondamental de l'homme, qu'on doit respecter ce droit de propriété, et que, évidemment, il y a des décisions de justice qui garantissent ce droit de propriété. Évidemment, dans le cas singulièrement de Sainte-Soline, je rappelle que les forces de l'ordre n'ont pas à être pour ou contre des bassines. Ils ont à appliquer des décisions de justice. Quand la justice donne tort à la construction de bassines, nous ne défendons pas des lieux qui n'ont pas eu la prémature de la justice. Il est évident. Chacun sait que dans Sainte-Soline, l'intégralité de la vie administrative et juridique a été du côté de ceux qui étaient propriétaires de ces bassines. Donc il ne s'agit pas d'un combat pour ou contre l'écologie, d'un combat pour ou contre les bassines. Les forces de l'ordre n'ont pas à avoir cette idée-là. Le ministre de l'Intérieur, d'ailleurs, se garderait bien de l'avoir. Il applique des décisions de justice où il protège des biens. Et je pense que dans le débat politique que nous avons, il faut savoir, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, si les forces de l'ordre sont bien aussi chargées de protéger les personnes, mais aussi les biens. Et si les forces de l'ordre sont chargées de protéger les biens, comme si nous n'accepterions pas que les gens rentraient chez vous pour vous cambrioler ou pour saccager votre maison, quel rôle de policier ou gendarme vous répondrez « je ne viens pas parce que ce ne sont que des biens ». Vous vous rendrez compte, si j'arrive et qu'en plus il y a le cambrioleur, ça pourrait mal se passer. Ben vous direz, bah oui, mais c'est quand même plutôt votre métier. Et moi, j'ai besoin de la force publique pour faire entendre mes droits, pour appliquer le droit. Et il y a derrière les groupes ultra-violents, derrière les groupuscules ultra-violents, et notamment d'ultra-gauche, une volonté de dire il y a une légitimité à attaquer les biens, parce que ce sont des biens qui ne correspondent pas à l'esprit que nous avons de la société de demain, pour des raisons politiques qui sont compréhensibles, le combat démocratique, les élections, le combat juridique, les recours devant les tribunaux n'étant pas assez efficaces, alors il faut le combat de la violence, et les forces de l'ordre n'ont pas à s'interposer face à ce combat politique et idéologique, puisque ce ne sont que des biens. Et en fait, ce qu'on me reproche, ou ce qu'on m'a reproché dans Sainte-Soline par exemple, c'est d'avoir mis des gendarmes en face des bassines. J'ai entendu des discours politiques, y compris de parlementaires, m'expliquant que si nous n'avions pas mis des forces de l'ordre face aux bassines, il ne se serait rien passé. On aurait détruit la bassine, et puis c'est tout. Il n'y aurait pas eu de violence, il n'y aurait pas eu de gendarmes blessés, il n'y aurait pas eu de personnes dans le combat. Alors c'est vrai que si on n'avait pas mis les gendarmes à Sainte-Soline, il est évident qu'il y aurait eu moins de violence contre les gendarmes. C'est une tautologie, je l'accepte bien volontiers. Mais la question est de savoir aux parlementaires si on accepte ou pas la Déclaration des droits de l'homme, est-ce qu'on applique la protection des biens ou non. Le deuxième sujet médiatique qui est compliqué
sans doute aujourd'hui dans le débat, et que j'essaye de porter, et je sais qu'un certain nombre ici essaye de le porter également, c'est que les forces de l'ordre ont le monopole de la violence légitime. Et dans violence légitime, il y a violence. Et qu'on équipe les forces de l'ordre de moyens de violence. La question n'est pas de savoir s'ils ont ou pas le droit d'utiliser cette violence. Ils ont le droit. La question n'est pas de savoir s'il y a des blessés, parfois des morts, lorsqu'ils utilisent cette violence. Dans le cas d'attentats terroristes, il y a notamment, oui, quand on rentre dans le Bataclan et qu'on va utiliser son arme, on peut tuer le terroriste islamiste qui est en face du policier. La question, c'est est-ce que c'est proportionnel? Est-ce que les policiers et les gendarmes ont utilisé de manière proportionnelle la violence que vous leur mettez, mesdames et messieurs les parlementaires, à disposition? Et donc, juger de la réussite ou pas d'une opération de police, quelle qu'elle soit, du maintien de l'ordre, du rétablissement de l'ordre public, d'une attaque terroriste, selon les conséquences, le nombre de blessés et parfois, malheureusement, le nombre de morts, me paraît être un mauvais débat médiatique. Ce qui est intéressant, c'est est-ce que les policiers et gendarmes ont utilisé de manière proportionnelle la force légitime que vous leur avez confiée pour faire respecter le droit. Protéger les personnes, protéger les biens. Et on peut évidemment toujours discuter de savoir quelle est la proportionnalité, quelles sont les armes qu'on utilise, quelles sont évidemment la façon dont ils l'ont utilisé, la formation qu'ont eu ces forces de l'ordre. C'est un débat politique et médiatique, et sans doute d'ailleurs parfois judiciaire important. Les policiers et gendarmes ne sont pas en dehors évidemment de ces enquêtes et de ces procès, mais je pense qu'il faut accepter l'idée que oui, de temps en temps, les policiers et gendarmes utilisent la force, la violence légitime pour imposer les règles de droit. Et donc, le sujet, c'est la proportionnalité, ce n'est pas le fait d'utiliser cette violence légitime. Une fois que j'ai dit ça, Monsieur le Président, pour répondre à vos deux questions avant la présentation rapide du diaporama que nous vous avons préparé, et qui, j'espère, éclairera la pensée et la réflexion du ministère de l'Intérieur. D'abord, oui, je pense que nous avons eu les moyens nécessaires. La difficulté, Monsieur le Président, c'est la répétition des événements. Et on voit bien que pendant les Gilets jaunes, je n'étais pas ministre de l'Intérieur à l'époque, mais également pendant les émeutes ou pendant les manifestations autour des retraites, c'est la répétition dans plusieurs endroits particuliers du territoire qui peuvent poser des questions dans l'organisation des moyens du ministère de l'Intérieur. On a beaucoup fait de progrès depuis les Gilets jaunes, notamment en formant à l'ordre public. C'est un métier, l'ordre public, c'est pas la même chose que la sécurité publique. Un certain nombre de policiers et de gendarmes qui étaient dans des villes certes importantes, mais qui n'avaient pas connu dans les années précédentes des manifestations violentes. Là, on voit bien que les manifestations violentes sont un peu partout. Donc c'est la répétition et la multiplication des points de confrontation sur le territoire national qui pose un sujet d'organisation. Et donc on en a tiré les conclusions, y compris postérieurement à la loi de programmation du ministère de l'Intérieur que la majorité, au sens très large du terme, a bien voulu voter. C'est que nous avons imaginé notamment la façon dont les unités de force mobile, non seulement sont plus nombreuses, 11 escadrons de gendarmerie et de CRS supplémentaires pour faire de l'ordre public, mais aussi qu'ils soient plus mobiles. Nous prenons évidemment l'exemple de la CRS 8, on y reviendra si vous le souhaitez, ou l'exemple des Braves à Paris. C'est la mobilité qui nous permet de répondre à la répétition et aux plusieurs points du territoire. Nous avons en revanche peut-être en moyen de renseignement une partie de difficulté. Incontestablement, nous avons avec la CNCTR, c'est-à-dire la commission indépendante qui procède évidemment aux écoutes ou au suivi de géolocalisation, parfois des débats, pour savoir si la finalité du renseignement correspond aux personnes que nous poursuivons, voilà, avec des refus, et nous le comprenons très bien, mais bon, évidemment ça rend parfois aveugle et sourd une partie des services de renseignement, mais nous respectons le droit. Je ne peux qu'insister, Monsieur le Président, sur l'importance pour les services du ministère de l'Intérieur de pouvoir avoir, à l'aune des nouvelles technologies, à l'aune de Telegram, de Signal, de WhatsApp, la possibilité d'améliorer notre moyen de connaître ce qui se passe pour tel ou tel groupuscule que nous pensons factieux. Les écoutes téléphoniques à la papa produisent de moins en moins de résultats. C'est-à-dire quand les gens appellent sur une ligne claire, classique, que ce soit d'ailleurs dans la lutte contre la drogue, ce n'est pas votre sujet aujourd'hui, ou que ce soit dans l'utilisation de cette subversion violente. Si les gens honnêtes utilisent Telegram, Signal, WhatsApp, imaginez que les gens malhonnêtes, évidemment, y vont davantage. Et par ailleurs, pendant la période très particulière des manifestations contre les retraites, nous n'avions pas les drones, ce qui nous a beaucoup handicapés, évidemment, puisque je rappelais que seule la police et la gendarmerie ne pouvaient pas faire voler de drones en France. D'ailleurs, dans la Sainte-Soline, les personnes qui avaient des visées violentes ont utilisé des drones contre les gendarmes. Les gendarmes n'avaient pas le droit d'utiliser les drones contre les personnes violentes. Bon.
Le Parlement a réparé cela. En vision administrative, nous avons réussi à obtenir la possibilité de faire voler des drones. D'ailleurs, je constate, Monsieur le Président, que dans la manifestation dite anti-police, absolument ignoble contre les forces de l'ordre, dont on a tous vu les images de personnes poursuivant à la barre de fer des policiers dans ce véhicule, 3 personnes ont été interpellées grâce au drone. C'est un drone de la préfecture de police qui a pu poursuivre, puisque les personnes étaient à la fois dissimulées, organisées, violentes et nombreuses, poursuivre ces personnes pour qu'elles soient interpellées, d'ailleurs par la Brave, quelques centaines de mètres plus loin, et présentées devant la justice. Si nous n'avions pas eu les drones, nous n'aurions pas pu identifier les personnes qui ont attaqué ce véhicule de police qui, je crois, a choqué l'immense majorité de nos concitoyens. Donc ce qui nous a manqué à l'époque, c'était aussi non seulement des oreilles, mais ça, on a du mal pour l'instant, puisqu'on n'a pas d'évolution législative à l'obtenir, mais aussi des yeux, et notamment les drones. Ces drones, en tout cas, ça c'est réparé avec l'action que vous avez bien voulu permettre au ministère de l'Intérieur. Si je reviens peut-être à la présentation, faisant le plus rapide possible pour laisser la place et le temps évidemment à vos questions. Le bilan des manifestations, chacun les connaît. Votre date du 16 mars, si j'ose dire, si je peux me permettre, ce jugement est bien choisi. On voit que le nombre de blessés à partir du 23 mars, donc postérieur à la journée nationale d'action des syndicats du 8, s'est transformé après le 49-3 en une action violente d'une petite partie, mais une partie extrêmement violente des personnes, puisque vous aurez constaté qu'on a multiplié par 10 le nombre de blessés chez les forces de l'ordre ce lendemain du 16 mars, lors de la manifestation du 23 mars, ou des manifestations du 23 mars, et que les choses ont continué à être à un niveau extrêmement élevé, plus de 200 blessés chez les forces de l'ordre, pour atteindre une journée là aussi également difficile, quoique de tout petit moins d'intensité par rapport au 23 mars, celle du 1er mai, et avec, vous l'avez vu, une gradation. Vous constaterez d'ailleurs que le nombre de blessés chez les forces de l'ordre, en proportion, correspond à l'action qu'ils font pour les interpellations. Et donc c'est pour ça que j'ai toujours du mal à comprendre l'idée que c'est la police ou la gendarmerie qui serait responsable de ces actions violentes, quand on voit évidemment qu'il y a une proportionnalité entre les interpellations, bien sûr, et les blessés que subissent nos forces de l'ordre. Donc je vous remercie de vos remerciements appuyés, Monsieur le Président. Vous avez entendu les services de renseignement qui sont venus vous voir. Et je pense qu'ils ont pu vous confirmer ce que les notes de renseignement remontent au ministère de l'Intérieur. J'ai d'ailleurs dit au président de la commission des lois de votre Assemblée que ces notes classifiées étaient évidemment à votre disposition. Je crois que la commission d'enquête peut en obtenir un certain nombre également. Vous demandez la déclassification, moi j'y suis absolument favorable. Prévoyez en effet la présence de l'ultra-gauche, notamment à partir de la fin du mois de mars, avec évidemment des organisations extrêmement concrètes dans ces violences contre les symboles du capitalisme, mais aussi des forces de l'ordre ou des sites institutionnels. Le bilan, vous le connaissez, c'est un bilan extrêmement difficile, notamment 1518 policiers blessés et gendarmes blessés, avec plus de 3500 incendies de voies publiques, ce qui est évidemment très, très compliqué, mais aussi des élus qui ont été totalement pris à partie, chacun s'en rappelle peut-être. Et si je retire les plaintes qui ont touché, bien sûr, les membres du gouvernement, il y a quand même eu 164 parlementaires qui ont vu leur permanence saccagée pendant ces périodes, ce qui démontre qu'à la fois les parlementaires représentent l'intégralité du territoire, que ça touchait tout le monde. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Et particulièrement touchant, d'ailleurs je dois dire, une partie ciblée de politique. Il y a eu évidemment chez les parlementaires de la majorité ou ceux qui ont soutenu le projet de loi des retraites des violences plus fortes que ceux qui ne le soutenaient pas. Alors évidemment, on se rappelle peut-être, désormais c'est peut-être un peu loin, mais des difficultés extrêmement fortes que nous avons eues. Je rappelle qu'il y a un commissariat à Lorient qui a brûlé et qui a failli brûler avec les fonctionnaires de police à l'intérieur, dans des conditions extrêmement violentes. Lorient n'est pas une ville connue pour ses violences contre la police. De temps en temps, les pêcheurs sont vocaux, mais on ne peut pas dire que le commissariat est habitué à connaître ces attaques. Bordeaux, chacun se rappelle la prise à partie de ce magnifique retrait d'hôtel de ville de Bordeaux, amenant le maire évidemment à condamner tout cela et à permettre aux pompiers dans des conditions très difficiles de sauver l'hôtel de ville de Bordeaux, et puis dans la mairie annexe du 4e arrondissement de Lyon, évidemment des dégradations dont chacun se rappelle. Alors à Lyon, par exemple, parce qu'il faut se rappeler de comment fonctionnent les choses, parce qu'évidemment on est un petit peu loin, des images qui sont diffusées par la presse. Là, vous avez des CRS qui étaient à l'aube d'une manifestation qui était pourtant non autorisée à ce moment-là. On voit bien que les pavés qui tombent ne sont pas en mousse.
On va avancer comme ça. Avance, avance. Avance. À Dijon, dans une ville... dans une rue parallèle qui n'est pas dans la manifestation. Vous constaterez que les slogans pour les retraites ne sont pas le premier sujet. Là, je vous rappelle qu'un immeuble a pris feu à Paris avec des familles à l'intérieur où les pompiers des forces de l'ordre sont rentrés à l'intérieur. Donc là, on voit les personnels essayant de retirer les immeubles qui ont pris feu. On a mis des poubelles face à un immeuble d'habitation en dehors du parcours. On a évacué 23 personnes alors que le feu prenait dans les étages. Et à Sainte-Soline, puisque si on parle d'autres groupuscules violents et dans un mode plus rural, je rappelle que de nombreuses dégradations avaient déjà eu lieu en 2021, au début de l'année 2022, qui faisaient certes pas écho à des grands sujets médiatiques, dont les préjudices se chiffraient à plusieurs centaines de milliers d'euros, dont les personnes sont interpellées et condamnées par la justice. Et évidemment, la manifestation la plus importante, dite à Sainte-Soline, avec quelques milliers de manifestants, dont, d'après les services de renseignement, 500 Black Blocs. Et je voudrais ici de souligner la présence très importante de personnes étrangères qui viennent soit dans les manifestations à Paris, mais alors à Sainte-Soline, c'était extrêmement caractérisé. On en a évité un certain nombre, puisqu'on a pris ce qu'on appelle les IAT, des interdictions d'entrer sur le territoire, notamment avec nos amis suisses, belges et allemands. Mais il y a une internationale de l'ultra-gauche qui vient évidemment, chacun l'a vu, en Espagne, en Italie, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, se mêler lorsqu'il y a un certain nombre de violences organisées et prévues. On a compté jusqu'à 300 activistes étrangers sur le site de Sainte-Soline. Vous avez évidemment à votre droite les objets saisis par les gendarmes et les policiers en amont dans les contrôles qu'on a pu faire en amont, des haches, des cocktails Molotov, des pics, des armes létales, et évidemment dans des conditions qui n'étaient pas celles d'une manifestation écologiste classique. Alors pour nous, c'est peut-être la réponse principale à votre question de votre commission d'enquête. Ces groupuscules violents et leur mode d'action, j'ai essayé de le définir, représentent plusieurs mouvements politiques, en tout cas d'idéologie. Une mouvance d'ultra-gauche très ancrée dans la culture de la violence depuis les années 60, on le sait tous, hein, pas simplement en France, évidemment avec des sujets très forts en Italie et en Allemagne. Une mouvance d'ultra-jaune qui est peut-être moins politisée, mais qui sans doute attire un peu de radicalité des mouvements des Gilets jaunes, que je ne confonds pas avec les Gilets jaunes, mais qui sont qualifiés comme tels par les services de renseignement, notamment la DRPP à Paris. Les militants sont idéologiquement, on pourrait évoquer une forme de radicalisation et d'une expérimentation, d'une expérience extrêmement forte, d'ailleurs avec beaucoup de personnes que nous interpellons qui appartiennent aux catégories CSP+, de notre peuple. Beaucoup d'avocats, il y a eu des médecins. Voilà, c'est pas l'ouvrier en colère de l'usine Conferme. Hein. C'est des gens qui souvent habitent dans des très beaux quartiers, ont un patrimoine élevé, connaissent parfaitement leurs droits, connaissent d'excellents défenseurs lorsqu'ils sont mis en garde à vue. Et lorsqu'on regarde leur pédigré, ne relève pas évidemment du lumpen prolétariat. Et puis évidemment, se mêlent à ça, se mêlent au désordre, des délinquants opportunistes qui viennent gonfler, si j'ose dire, les difficultés avec les forces de l'ordre. Donc les groupuscules, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, je pense qu'ils ont un noyau d'organisation avec des ramifications étrangères. Ils ont une pensée politique, idéologique radicale. Ils ont une expérience et ils ont des moyens non seulement intellectuels, des moyens juridiques, mais des moyens techniques qui doivent permettre, par exemple, d'acheter des radios parallèles dans l'action, dans des manifestations. Ils n'utilisent pas leur téléphone portable, qui souvent sont éteints. D'ailleurs, c'est assez étonnant pour des gens qui voudraient simplement manifester leurs opinions. Ils éteignent leur téléphone portable souvent la veille de la manifestation. Ils le rallument souvent le lendemain. Ce qui est sans doute peut-être un hasard, hein, mais on constate qu'ils n'utilisent souvent pas leur téléphone personnel lorsqu'ils sont dans ce genre de manifestations violentes. Je voudrais rappeler que 8000 individus font l'objet d'un suivi par les services de renseignement pour des raisons
de potentialité d'action violente, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas islamistes. On parle souvent des fichiers S islamistes, ils sont nombreux. Je rappelle que c'est 5300 personnes à peu près, les fichiers S islamistes. C'est 3000 les fichiers S d'ultra-gauche et c'est 1300 les fichiers S d'ultra-droite. Alors, le fichier S, ce n'est pas quelqu'un qui commet obligatoirement personnellement des actes répréhensibles, mais c'est quelqu'un qui peut être en contact ou qui finance ou qui est en lien extrêmement serré avec quelqu'un qui pourrait le faire. Donc, je ne dis pas qu'il y a 3000 personnes d'ultra-gauche qui peuvent passer à l'action, je dis qu'il y a 3000 personnes qui sont suivies par la DGSI au nom de l'ultra-gauche. Voilà, quand on sait que c'est 5300 pour les fichiers S islamistes, c'est évidemment une proportion importante. Et 8000 individus en plus suivis par les services de renseignement, donc c'est le niveau inférieur. Les fichiers S, c'est la DGSI, en dessous, c'est la DRPP pour l'Île-de-France et les renseignements territoriaux pour le reste du territoire national. Ça fait donc quand même un peu plus de 10 000 personnes qui sont dans la mouvance que nous connaissons. Il y a des gens que nous ne connaissons pas, dans la mouvance de l'ultra-gauche ultra-violente. Alors évidemment, je ne reviens pas sur le fait que ce n'est pas très nouveau, beaucoup de mobilisations, notamment autour de deux grands moments qui étaient antérieurs à l'élection du président de la République. Le premier, c'est Sivins, bien sûr, avec la mort de Rémi Fraisse, et aussi une violence extrêmement forte dans les suites autour de Notre-Dame-des-Landes, dans les contestations rurales extrêmement difficiles et violentes. Et puis le deuxième, c'est évidemment la loi travail de Mme El Khomri, qui, chacun se rappelle, a créé des mouvements de violence extrêmement forts. Et puis autour des Gilets jaunes, même si au début des manifestations des Gilets jaunes, les choses étaient extrêmement pacifiques, parfois une radicalisation dans certains territoires. Alors la France n'est pas le seul pays concerné. Je ne sais pas si votre commission d'enquête s'intéresse à ce qui se passe à l'extérieur, mais évidemment, ce n'est pas un sujet propre aux Français. On a vu que ce n'était pas un sujet propre aux gendarmes, aux policiers, puisque le rural comme l'urbain a été concerné. Mais évidemment, autour des grands événements internationaux, chacun se rappelle à Rostock, à Hambourg, à Londres, la mort de personnes, des milliers de blessés. Les zones à défendre, les fameuses ZAD, sont présentes partout sur le territoire européen, y compris d'ailleurs dans le territoire sur les sols des Amériques. Mais le plus récent que nous ayons trouvé, en janvier 2023, en Allemagne, chacun se rappelle peut-être, une zone à défendre extrêmement forte, puisqu'il y a eu des tirs de projectiles et d'armes contre des forces de l'ordre et des blessés très graves, notamment chez les manifestants. Je mets des guillemets à manifestants. Et en janvier 2023, à Atlanta, donc aux États-Unis, il y a une école de police qui devait se construire. Il y a une ZAD qui s'est installée. Et il y a eu des morts, un mort et des blessés, y compris aux États-Unis. Donc cette façon de groupuscule violent de fonctionner et être organisé touche toutes les sociétés occidentales. Donc les modes opératoires, j'ai essayé de les définir rapidement tout à l'heure. Le mode opératoire, les Black Blocs, c'est une forme de franchise. On exporte le savoir-faire des Black Blocs. Ça ne veut pas dire que chaque fois que des gens agissent comme le Black Bloc, ils font partie des Black Blocs, qui est évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelque chose d'assez nébuleux, qui ne correspond pas à une organisation extrêmement physique et concrète comme peut l'être l'ultra-droite, qui est plus obsessionnelle sur l'ordre. Mais il y a un recours au mode opératoire qui est enseigné. Il y a des camps d'entraînement, par exemple. Il y a des tutos sur Internet, mais il y a notamment sur le dark web. Mais il y a aussi des camps d'entraînement. Voilà, le côté renseignement et surveillance m'empêche de le détailler, mais évidemment, les services sont à votre disposition pour l'expliquer, ce que nous surveillons pour essayer d'identifier les personnes. Et puis, évidemment, il y a aussi une façon d'essayer de comprendre comment fonctionnent les forces de l'ordre. Il y a une stratégie d'anonymisation, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a aussi une présence importante comment dire, d'homogénéisation des personnes qui font partie de ce Black Bloc. Par exemple, on évoque beaucoup dans les services de renseignement le fait que les journalistes qui souhaitent intégrer sont toujours rejetés et violentés. On évoque souvent les journalistes, les observateurs qui peuvent avoir des difficultés avec la police et la gendarmerie. Nous essayons d'améliorer évidemment pour qu'ils puissent faire leur travail dans des conditions évidemment totalement démocratiques et totalement acceptables pour eux. Vous constaterez qu'il y a très très peu de reportages à l'intérieur du Black Bloc parce qu'à chaque fois ils sont découverts, menacés et violentés. Donc évidemment, ça montre qu'il n'y a pas totalement d'ouverture démocratique du Black Bloc, pardon de cette provocation. Et puis la complexification du travail des forces de l'ordre, puisque quand on a des auteurs qui sont très difficiles à identifier, que par ailleurs on agit avec des gens qui connaissent parfaitement les qualifications pénales
et qu'il n'y a pas de possibilité de désescalade comme dans une manifestation qui tournerait mal, puisqu'il n'y a pas de contact avec le Black Bloc, il n'y a pas un responsable du Black Bloc qui vient discuter avec le préfet ou avec le commissaire de police qui est sur place, évidemment, les stratégies de désescalade qui s'appliquent aux manifestations sont évidemment très difficiles. Alors, parmi les choses qui montrent l'organisation, à la fois intellectuelle et pratique, voici un tract qui a été distribué la veille de Sainte-Soline à des milliers d'exemplaires. Donc il faut trouver un imprimeur, il faut trouver un graphiste qui fait des jolis dessins, il faut trouver des choses un peu pédagogiques. On vous explique comment ça se passe. Alors si vous êtes blessé, surtout pas voir un médecin, un vrai médecin, faut voir un médecin à Médic Street, hein, ou un médic rural en l'occurrence. Il faut surtout n'avoir pas son téléphone portable, pas de pièce d'identité. Il y a des numéros d'avocats à appeler. Hein. Qu'est-ce qu'on doit dire aux policiers, notamment rien. On ne doit rien dire aux policiers, rien à déclarer. Voilà, donc ça devrait quand même nous interpeller toutes et tous de voir que ce genre de documents, il faut des moyens, chacun sait fonctionner dans sa vie politique. Faire un tract en couleur, le distribuer, c'est pas si facile que ça. Il faut évidemment réfléchir et les conseils juridiques et médicaux sont à la fois dangereux et évidemment extrêmement bien faits et démontrent bien sûr l'organisation malfaisante des événements, et notamment à Sainte-Soline. À Sainte-Soline, chacun se rappelle qu'il y avait de tout à Sainte-Soline. Il y avait évidemment des gens qui étaient extrêmement violents. Il y avait des étrangers qui étaient venus pour se nouer à l'ultra-gauche ou aux écologistes radicaux. Et il y avait des gens qui avaient profondément envie de manifester pacifiquement. Cependant, devant les difficultés que nous connaissons, arriver devant les gendarmes dans une manifestation qui, je rappelle, a été interdite par non seulement la préfète, mais aussi par toutes les juridictions, on a eu ce genre de choses dont vous vous rappelez sans doute. Voilà. Donc ça, ce sont des vrais pavés. Donc il faut quand même... On est dans un champ qu'il n'y a pas de pavés. Hein. Donc il a fallu les apporter, les pavés. Hein. Voilà, des cocktails Molotov. Je rappelle que les gens ont fait des kilomètres. Les gens ont fait des kilomètres à pied pour être confrontés aux gendarmes. Donc là, vous êtes à l'intérieur d'un véhicule de gendarmerie et ça dure pendant plus de 10 minutes. Évidemment, chacun voit qu'il y avait à la fois des munitions et ce n'était pas simplement pour manifester, en tout cas pour cette colonne-ci des anti-bassines, leur volonté de ne pas voir construire ces bassines. Évidemment, Notre-Dame-des-Landes a été une école pour une partie de ces militants aguerris à des activités d'activistes. Alors l'État essaye d'améliorer la façon dont il peut fonctionner, mais je voudrais ici dire, Monsieur le Président, la grande importance de distinguer ce qui relève du maintien de l'ordre, lorsqu'on fait des manifestations, et qui correspond à un régime juridique, et ce qui relève du rétablissement de l'ordre, lorsqu'il y a des violences urbaines ou des violences rurales. Vouloir appliquer les moyens et les règles pour les forces de l'ordre, du maintien de l'ordre dans une manifestation à du rétablissement de l'ordre, c'est pas comprendre le travail des forces de l'ordre. Et c'est surtout les priver de rétablir l'ordre. Donc il y a ce qui relève des manifestations, qui peuvent parfois dégénérer. Et dans ces cas-là, évidemment, il faut que nous ayons une doctrine, d'ailleurs, dont les attendus ont été validés par le Conseil d'État en juin 2021. J'ai été le premier des ministres de l'Intérieur à proposer un texte écrit, publié. D'ailleurs, le premier texte a été retoqué par le Conseil d'État. Nous y avons retravaillé, validé dans ces attendus par le Conseil d'État en juin 2021, qui prévoyait à la fois l'organisation des forces de l'ordre, la formation, des nouveaux centres d'entraînement, notamment. La difficulté des forces de l'ordre, c'est qu'ils n'avaient que centre d'entraînement de Saint-Astier en Dordogne pour pouvoir s'organiser contre le maintien de l'ordre qui était souvent rural. Donc nous avons un nouveau centre à Villeneuve-Saint-Georges, à la préfecture de police, que vous avez voté, monsieur le Président, dans la LOPMI. On a formé l'intégralité du corps préfectoral qui dirige le maintien de l'ordre, ce qui n'était pas fait au maintien de l'ordre. Et puis il y a évidemment un certain nombre de décisions qui ont été prises, notamment la fin des grenades assourdissantes, telles qu'elles existaient auparavant. On peut avancer des liens avec la presse, notamment sur la clarification des sommations, la dotation aux caméras piétons qui sera généralisée totalement au 31 décembre de cette année. Monsieur Delarue a bien voulu mener un débat très long et je pense un compromis avec l'immense majorité de la profession de journaliste, avec la relation avec les journalistes, pour qu'ils puissent pouvoir couvrir les manifestations. Bref, il y a ce qui relève du maintien de l'ordre dans les manifestations.
Je rappelle qu'il y a beaucoup de choses qui nous permettent de pouvoir être en intervention proportionnelle, pour prendre mon introduction, lorsque les choses ne correspondent pas à des manifestations. D'abord, je rappelle que la participation à une manifestation interdite n'est pas légale et qu'elle relève d'une contravention. Le fait d'y participer relève d'une contravention. Le fait d'organiser une manifestation qui est interdite, ça relève d'un délit, contrairement à ce que j'ai pu entendre et entendre, qui est puni par la loi, article 431-9, de 6 mois d'emprisonnement. Donc il y a ceux qui participent à une manifestation qui est interdite, c'est de la contravention, mais donc ce n'est pas autorisé. Et puis il y a celui qui l'organise ou qui participe à son organisation, c'est évidemment un délit condamné par de l'armement de la peine de prison. Participer à un attroupement, c'est-à-dire une manifestation qui, par exemple, n'est pas autorisée ou en marge de la manifestation, après les sommations qui disent que cette manifestation est finie, ou dans des rues parallèles qui ne font pas partie du parcours de manifestation. Je rappelle que c'est durement prévu comme étant sanctionné par le législateur, puisque c'est jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Le fait de dissimuler son visage, ce qui arrive évidemment dans ces manifestations, qu'elles soient déclarées ou non, je rappelle que c'est 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Le fait de détruire des biens, c'est jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, et on peut aller jusqu'à 20 ans si lorsque c'est commis en bande organisée. Donc les biens sont particulièrement protégés par le droit voulu par les parlementaires. Et évidemment, avoir des violences contre les forces de l'ordre, c'est entre 3 ans de prison jusqu'à évidemment des peines plus graves si elles entraînent la mort. Donc une manifestation interdite, une manifestation qui dégénère dans la violence, des personnes qui dissimulent leur visage, qui s'attaquent aux biens, tout ce que nous voyons habituellement et dont on se demande si les forces de l'ordre ont bien fait d'intervenir, tout, mesdames et messieurs les parlementaires, vous qui votez la loi et dont vous chargez les ministres, notamment les ministres de l'Intérieur, de les appliquer, tout ça est prévu comme étant évidemment répréhensible et être présenté devant l'autorité judiciaire. Alors je reviens très rapidement sur les moyens qu'on a évoqués, Monsieur le Président, sur votre question. Donc ces moyens sont importants, ils vont continuer à être extrêmement importants. Je rappelle que sur les 7 escadrons de gendarmerie mobile que vous avez votés, 3,5 sont déjà aujourd'hui opérationnels. Sur les 4 CRS, l'une a été mise en place, les 3 autres le seront en novembre prochain. Et nous avons évidemment renouvelé énormément de moyens, je ne vais pas y revenir, et notamment ceux des drones. Je rappelle aussi la loi qui a évolué, notamment la loi dite séparatiste, puisque dans la loi séparatisme, il n'y avait pas que des questions qui touchaient les religions qui pouvaient se transformer en radicalisation, mais évidemment il y a des mouvements idéologiques de radicalisation, et notamment la possibilité de dissolution, dont la loi a souhaité pouvoir étendre dans le Code de sécurité intérieure la possibilité, on y reviendra. Et puis nous avons aussi des fonctionnements différents au ministère de l'Intérieur, notamment la création au sein de la DLPAJ, le ministère, évidemment le ministère des Libertés publiques, il a en son sein une direction très importante qu'est la DLPAJ, qui permet aujourd'hui, postérieure à Sainte-Soline, d'aider les préfets et les sous-préfets dans une cellule qu'on a appelée Anti-ZAD pour faire une guerre juridique. Notamment, vous savez, il y a une trentaine de projets aujourd'hui, des constructions d'autoroutes, des constructions d'aéroports, des constructions de LGV, des bassines, qui sont l'objet de possibles ZAD ou de ZAD qui pourraient s'installer. On a l'exemple, par exemple, entre Castres et Toulouse en ce moment. Alors, ces mesures, est-ce qu'elles ont été efficaces ? Je le pense. Je rappelle que nous avons dissous 44 associations et groupements de faits depuis 2012, dont 9 depuis la loi du 24 août 2021, donc la loi séparatisme a fonctionné, et 666, pardon pour le chiffre diabolique, d'interdiction administrative du territoire fait par la DGSI pour les gens qui sont étrangers et qui viendraient participer à des actions violentes, évidemment, en France. Alors parmi les dissolutions, c'est très partagé entre l'extrême droite, l'ultra-droite et l'ultra-gauche. On pense aux zouaves de Paris, au Bloc Lorrain, à Bordeaux nationaliste, par exemple, mais il y en a évidemment d'autres que vous avez suivis, bien évidemment. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, ce que je pouvais vous dire en quelques mots, en essayant d'être le plus complet possible. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Simplement une question par rapport à ce que vous venez de nous indiquer. À plusieurs reprises ont été mentionné le fait que pour un certain nombre de ces groupuscules violents, il existait des camps d'entraînement. Vous avez vous-même fait référence ce matin au fait que certains d'entre eux
avait tout de même s'il s'agissait d'une nébuleuse, il y avait un noyau, des rameaux, des moyens juridiques et techniques. Est-ce que le ministère de l'Intérieur a d'ores et déjà engagé un certain nombre d'actions pour là aussi lutter contre ce qui en réalité est évidemment illégal? Alors, le fait de s'entraîner à des sports de combat ou à jouer à la guerre d'une organisation tactique en soi n'est pas un délit pénal. Le fait de le faire dans le but de pouvoir organiser le Black Bloc de demain est constitutif pour nous d'une préméditation. Et notamment lorsqu'on va vers la dissolution de groupuscules, ça aide, et ça a notamment aidé pour convaincre le Conseil d'État que ce que nous proposions correspondait à quelque chose de pensé et d'organisé. La difficulté de l'ultra-gauche, c'est que ce sont des groupements de faits, c'est-à-dire que vous pouvez caractériser le fait qu'il y a une hiérarchie, vous pouvez caractériser le fait qu'il y a une idéologie, qu'il y a des réunions, mais que tout ça n'est pas juridiquement installé et que cette nébuleuse demande un très gros travail de renseignement et de constitution de dossier avant de déclencher d'abord la proposition de dissolution au Conseil des ministres. Je rappelle que c'est en Conseil des ministres, donc quand le ministre de l'Intérieur va dans le Conseil des ministres, il y a évidemment un travail qui est notamment fait par le secrétaire général du gouvernement. On ne présente rien au Conseil des ministres sans que le secrétaire général du gouvernement y apporte évidemment sa pierre et sa vision et une forme d'accord, mais évidemment ensuite contesté devant le Conseil d'État, que ce soit en référé ou que ce soit au fond. Donc parfois, nous organisons la surveillance de ces lieux, non pas parce qu'en eux-mêmes, ils portent un certain nombre de responsabilités factieuses, mais parce qu'ils servent à quelque chose d'autre. Parfois, ils sont d'ailleurs des lieux qui servent à plusieurs utilités. On pense par exemple à des stands de tir, on pense par exemple à des clubs d'arts martiaux ou de certains arts martiaux, par exemple. Donc les choses ne sont pas si claires que ça. Elles ont besoin d'un travail de renseignement, d'écoute, d'infiltration qui prend du temps et qui parfois ne correspond pas évidemment à l'actualité. Le deuxième sujet, c'est évidemment les noyaux, des gens qui sont surveillés. C'est pour ça qu'on arrive à avoir des milliers de personnes qui sont parfois fichées par les services de renseignement. On essaye de débloquer un certain nombre de techniques de renseignement qui peuvent être extrêmement diverses et de caractériser les choses. Cependant, il ne peut pas y avoir de minority report dans le droit français avant que quelqu'un ait commis quelque chose. Si on veut en plus que la condamnation soit sérieuse, puisque comme je vous l'ai dit, la difficulté de notre histoire, c'est que ce sont des gens qui sont très bien intégrés et très bien connectés à la défense du droit. Ils utilisent des méandres du droit pour pouvoir utiliser de la violence, ou en tout cas limiter les peines lorsqu'ils sont interpellés, nous oblige évidemment à pouvoir caractériser une intention de nuire extrême et immédiate pour pouvoir faire par exemple des interpellations avant qu'ils aillent sur un territoire violent ou juste après. Mais évidemment, les renseignements que nous avons, nous n'arrivons pas toujours à les traduire en décision de justice, puisqu'il y a évidemment une vie, vous le savez bien, entre la vie administrative du renseignement et la décision judiciaire. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, d'être devant notre commission pour en achever les travaux qui se sont déroulés sur plusieurs mois. J'entendais quelques commentaires en aparté de notre collègue Hugo Bernalicis, et j'en profite pour le saluer. Il pourra poser des questions dans quelques instants. S'interrogeant sur l'utilité des éléments que vous avez communiqués à la commission d'enquête, j'entendais même, s'agit-il d'une conférence de presse? Bon. Mais moi, je trouve que ces éléments étaient fort intéressants, Monsieur le Ministre, parce que nous avons entendu la semaine dernière, je crois, ou la semaine précédente, l'une des associations les plus en pointe dans la défense des méga-bassines, et qui expliquait que, au fond, les pierres sur le terrain de Sainte-Soline se prennent à même la terre, parce que le changement climatique a, comment dire, entraîné une forme d'érosion des sols qui font que les pierres se cueillent comme des fleurs. Nous avons vu dans la vidéo que ce n'est pas tout à fait le cas. Nous aurons l'occasion d'en redébattre lorsque je présenterai le rapport à la fin du mois d'octobre. Et de la même façon que les boules de pétanque, les machettes, les haches n'étaient récupérées dans les coffres parce que nous avions, l'État, maximisé le nombre d'interpellations et qu'évidemment on tombe sur des bûcherons,
sur des amateurs de pétanque provençale ou lyonnaise, enfin, peu importe au fond la technique employée. Non, je pense, monsieur Benalissis, mais vous aurez l'occasion tout à l'heure de répondre, qu'il était important que la vision du ministre de l'Intérieur soit communiquée à la commission d'enquête. Je note d'ailleurs que le nombre d'interpellations, ce chiffre est très intéressant. 3339 interpellations entre le 16 mars et le 3 mai. 3339 interpellations, nous sommes sur plusieurs millions de personnes mobilisées à l'occasion d'un certain nombre de manifestations. Je crois que là, cela dénote. En tout cas, je ne sais pas si la proportionnalité est un terme à retenir dans le rapport à venir, mais au moins le ciblage qui me semble exister, qui semble formellement relativement incontestable, mais nous aurons encore l'occasion, bien sûr, d'en débattre. Une question, et une seule pour ce qui me concerne, assez générale. Monsieur le ministre, je voudrais que vos collègues puissent vous poser toutes les questions souhaitées. Au fond, est-ce qu'une logique de désescalade est possible? J'entends ce que vous dites et ce que le document présenté il y a quelques instants. On ne peut pas discuter avec des black blocs, évidemment. Je n'évoque pas cela. Mais au fond, est-ce qu'il ne revient pas, je me fais l'avocat du diable, hein, monsieur le ministre, est-ce qu'il ne revient pas à l'État, qui a le monopole de la violence légitime, de faire d'une certaine façon, très compliqué, le premier pas d'une désescalade? Je dis cela parce qu'à la suite de l'audition de Bernard Cazeneuve, la semaine dernière, qui d'ailleurs donnait plutôt un satisfecit à la gestion du maintien de l'ordre. Ça n'est pas pour autant un soutien politique, monsieur le ministre. Je ne crois pas, en tout cas. Monsieur Benalissis démentira, il considérera que tout cela fait partie d'un même ensemble politique. Mais au fond, je pense que cette question, beaucoup de Français se la posent. Est-ce qu'une désescalade est aujourd'hui possible? Et comment atteindre ce but? Il y a une inquiétude qui traverse notre pays sur la résurgence systématique de phénomènes de violence à l'occasion des manifestations. Est-ce que ça passe par des moyens intermédiaires renforcés? Je pense notamment au canon à eau, des éléments qui nous ont été communiqués. Est-ce qu'il faut employer des forces non spécialisées dans le maintien de l'ordre pour renforcer les forces spécialisées dans le maintien de l'ordre? Voilà. Question très générale, monsieur le ministre. Je vous en prie, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. Je pense que tout dépend de quelle manifestation, je mets des guillemets, vous parlez. Je ne crois pas que ce soit possible de rentrer dans un système de désescalade avec ceux qui, dans les manifestations violentes urbaines, telles celles que nous avons vécues pendant les retraites, donc les Black Blocs, pour faire très vite, pendant les manifestations retraites. Vous avez eu raison d'ailleurs de souligner qu'on ne les confond absolument pas avec les manifestants et encore moins avec les syndicats, qui nous appellent d'ailleurs, tous syndicats confondus, quel que soit celui qui est en tête de cortège, pour faire le pré-cortège différent du cortège. Je pense que le préfet de police a dû vous expliquer ça. Le travail, il est quotidien avec tous les syndicats, avec la CGT. Il faut quel que soit celui qui est en tête du cortège. Donc, vous avez raison de distinguer, discriminer les interpellations. Mais je pense que ceux qui font partie du Black Bloc, ça me paraît très compliqué, monsieur le rapporteur. Je veux toujours bien parier sur l'intelligence humaine. Mais d'imaginer une quelconque désescalade, puisqu'on ne voit pas très bien la cause qui les anime. Ils ne veulent aucun contact avec les forces de l'ordre ou avec la préfecture, et pas du tout avec les syndicats. Parce que je rappelle que les leaders syndicaux sont eux-mêmes insultés, parfois violentés, par ces personnes dans ces pré-cortèges. C'est des gens qui mènent la violence, pas simplement contre les forces de l'ordre, ils le font également contre les représentants de tout système, y compris du système syndical. Bon. Je ne vois pas très bien quelle autre réponse que celle des forces de l'ordre et de la justice lorsque on a un Black Bloc qui veut parler avec personne, qui est extrêmement violent, qui s'organise et qui a une idéologie extrêmement séparatiste. Sur l'exemple des manifestations dites rurales, elles le font, au fond, sur des causes bien identifiées. Les Black Blocs, je dirais qu'ils vont quelque part pour semer la violence par principe d'action. On voit bien que ceux qui sont venus à Sainte-Soline, qui étaient avec une idéologie violente ou par une volonté de manifestation pacifiste, il y a des gens qui ont manifesté pacifiquement à Sainte-Soline, incontestablement. Il y a eu 4 cortèges. Et je rappelle qu'il y a eu une manifestation autorisée ce jour-là, dans la ville elle-même. Il y a eu une manifestation. Les gens qui voulaient manifester contre les bassines, malgré les interdictions de la justice, ont pu le faire dans une manifestation déclarée que la préfète a accompagnée et qui s'est d'ailleurs extrêmement bien passée, où les forces de l'ordre et les manifestants n'ont connu aucune contestation.
Ceux qui, en revanche, venaient pour des causes, en l'occurrence là, les bassines, mais ça peut être le cas de l'autoroute Castres-Toulouse, ça peut être le cas de la LGV Bordeaux-Toulouse, je pense que s'il y a des escalades, ce n'est pas le jour de la manifestation que les choses manifestement peuvent se passer, puisqu'ils ont accepté de sauter toutes les étapes démocratiques, l'autorisation du préfet, les décisions administratives, les décisions judiciaires, y compris d'ailleurs les interdictions de transport de matériel dangereux. On a quand même attaqué les interdictions de transporter des matières ou des armes dangereuses dans les Deux-Sèvres. C'est-à-dire que vous êtes quand même dans un système de désescalade qui est compliqué. Quand vous contestez même l'arrêté du préfet qui dit qu'il ne faut pas prendre d'armes dans sa voiture. Bon, je rappelle d'ailleurs que les associations bien connues ont porté ces arrêtés. C'est quand même un sujet. En revanche, en amont, et là je pense que on est en dehors de mes compétences de ministre de l'Intérieur. Moi, je suis ministre de l'Intérieur. Voilà. Mais ministère de l'Écologie, ministère de l'Agriculture, j'ai vu qu'un ministère du Renouveau démocratique peut être un endroit de discussion, sans doute, ce qui montre que la cause peut être entendue en dehors de la violence. Peut-être que cela est possible, monsieur le rapporteur. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le travail des gendarmes et des policiers, dont le travail, eux, c'est de maintenir l'ordre, de rétablir l'ordre. Encore une fois, je pense que ce qui est très important, c'est cette distinction, je pense que sinon on ne comprend pas très bien ce qu'essayent de faire les forces de l'ordre, entre le maintien de l'ordre, qui est celui qui s'applique à des manifestations. La manifestation en France, vous l'avez définie dans la loi. Il y a des déclarations, il y a des parcours, il y a une action. Et le rétablissement de l'ordre public, où les gens, de manière sauvage, essayent d'imposer des démonstrations, qu'on appelle d'ailleurs des attroupements, et notamment en vue de commettre des violences. Et donc, je pense que c'est toujours possible, monsieur le rapporteur, lorsqu'on est dans la manifestation. Je pense que c'est extrêmement difficile. En tout cas, ce n'est pas le travail du ministère de l'Intérieur quand on est dans le rétablissement de l'ordre. Voilà. Alors, une fois que je vous ai dit ça, je constate aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais quand même, à Sainte-Soline, on était venu pacifiquement et ça s'est dégradé. Bon. Je rappelle que dans ce que vous avez peut-être dû voir à Sainte-Soline, les gendarmes n'ont pas bougé de leur ligne. Dans une manifestation qui dégénère dans les rues de Paris post-retraite, on peut toujours se poser la question, image à l'appui, est-ce que les forces de l'ordre sont bien intervenues? N'ont-ils pas fait de provocation? Est-ce qu'ils étaient proportionnés? Est-ce qu'il fallait utiliser la mobilité? Mais à Sainte-Soline, il n'y a pas de doute, monsieur le rapporteur. À Sainte-Soline, la consigne des gendarmes, c'était extrêmement clair. Malgré l'interdiction de manifestation, ils n'intervenaient pas lorsque les gens ont avancé. Ils n'ont pas jamais avancé contre les colonnes qui arrivaient sur eux. Ils ont patiemment reçu des milliers de pierres, de haches, de cocktails Molotov. Ils ont accepté de prendre sur eux la violence. Il y aurait eu beaucoup plus de violence si les gendarmes avaient répondu aux dizaines de premières minutes, enfin, première heure, me semble-t-il, de mémoire dans Sainte-Soline, et ils n'ont pas bougé de leur ligne. Et c'est au contact des forces de l'ordre que les violences légitimes ont pu avoir lieu pour empêcher, évidemment, de passer. Mais qu'est-ce que vous voulez désescalader à ce moment-là? À ce moment-là, pardon, monsieur le rapporteur, c'est trop tard. Est-ce qu'en amont, parce qu'il y a sans doute une nouvelle manifestation qui sera préparée, sans doute en début d'année prochaine, d'autres ministères, d'autres impétrants peuvent dire, voilà, comment on peut organiser la manifestation de votre cause bruyante, sans pour autant s'en prendre physiquement aux forces de l'ordre. J'ose espérer que c'est possible. En tout cas, je ne pense pas que pendant le moment de rétablissement de l'ordre public, ce soit possible de la part du préfet ou de la préfète et des policiers et des gendarmes. Oui, monsieur le rapporteur, je vous en prie. Juste une remarque. Nous sommes déplacés en effet sur le terrain, pour certains d'entre nous, à Sainte-Soline, et nous constatons, j'allais dire de façon presque topographique, que s'il y a affrontement, il faut le chercher, dans la mesure où les forces de l'ordre étaient en effet statiques, protégeant une infrastructure, et que les distances de parcours, la géographie elle-même, c'est-à-dire physiquement, pour qu'il y ait affrontement, il fallait ce jour-là, en effet, qu'il y ait une volonté de s'affronter aux forces de l'ordre. En tout cas, c'est le constat que nous avons fait sur place. Je laisse, Monsieur le Président, nos collègues poser des questions. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Donc, je passe déjà la parole, premier qui l'avait demandé, monsieur Mendes. Je vous en prie. 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de tenir ces 2 minutes. C'est le ministre de l'Intérieur. Je reviens sur l'audition de la semaine dernière qui m'a marqué avec les bassines non merci, parce qu'on leur a fait un rappel, boule de pétanque, hache, cocktail, 6 tonnes de pierres, en nous expliquant qu'en fait, c'était normal d'avoir ça
son véhicule, dans son coffre. Donc essayez d'expliquer pourquoi vous avez contrôlé autant de véhicules, et ceux qui ont été contrôlés, est-ce qu'on a pu démontrer que la majorité d'entre eux allaient justement à cette manifestation, parce que d'après eux, on a contrôlé le tout venant, et même des habitants du coin qui ne voulaient pas participer à cette manifestation. Lors des auditions, on nous a parlé beaucoup de choses. Je ne reviendrai pas de l'autogestion, de tous ces sujets, mais quoi qu'il arrive, c'était la faute de la police. C'est la gendarmerie qui a décidé d'aller au contact. Ce ne sont pas des militants violents, ils étaient là dans un cadre éducatif, pour informer, et c'est pour ça qu'ils réunissaient autant de monde venu de partout en France et en Europe pour démontrer ce que c'était qu'une bassine et quels étaient les impacts sur le climat et d'un point de vue écologique et la biodiversité. Ce qui nous intéresse, nous, c'est comprendre pourquoi vous avez envoyé autant de gendarmes si cette manifestation n'aurait jamais dû être violente. Qu'est-ce qui a pu nourrir vraiment votre réflexion sur le sujet? Parce que d'après à les entendre, tout est de la faute de l'organisation du ministère de l'Intérieur, de la gendarmerie et potentiellement des politiques qui n'ont pas compris leur objectif. Et nous dire comment vous avez pu vous rendre compte que cette manifestation allait finir par dériver et pourquoi elle a été annulée justement en amont sur le sujet. On a besoin de plus de détails parce que, à les entendre parler, ce sont eux les victimes de l'État français, d'une forme de dictature, et on a besoin de comprendre qu'est-ce qui a motivé toutes les prises de position du ministère de l'Intérieur sur le sujet. Parce qu'à les entendre parler, il n'y a pas eu de violence, et même si le cortège était divisé en trois, c'était surtout pas pour prendre en tenaille les gendarmes. Donc, avoir votre point de vue sur le sujet. Monsieur le ministre, je vous en prie. D'abord, il y a plein de manifestations interdites qui, au fond, à la fin, se passent bien, malgré des violences, malgré des autoroutes coupées, malgré des trains arrêtés, malgré des entreprises ou des sites dévastés, au sens physique du terme, parce qu'on arrive à anticiper le plus possible en mettant beaucoup de moyens. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles les choses se passent le mieux possible, c'est beaucoup de moyens. Je prends l'exemple de manifestations qui a eu très récemment dans les Alpes. Notamment, vous voyez, il y a aussi une ZAD, il y a aussi des endroits difficiles, notamment autour de la Clusaz, pour un certain nombre d'accès à l'eau, qui fait l'objet de beaucoup de difficultés, sans doute territoriales, et beaucoup de confrontations entre les stations de ski, les agriculteurs, les personnes qui contestent ces retenues, etc. Parce que ce qu'on essaie de faire au maximum pour répondre à votre question sur Sainte-Soline, c'est d'abord, avoir des renseignements. Et les services de renseignement, c'est tout le travail du ministère de l'Intérieur. Son travail, c'est d'essayer de dire ce qui va se passer, combien seront-ils, seront-ils violents, y a-t-il des personnes dont on sait qui sont les personnes que nous suivons qui vont y venir. Et quand vous savez, comme c'était le cas pour Sainte-Soline, que vous avez quelques centaines de personnes à l'étranger comme en France qui vont venir et qui sont fichées, vous dites ça ne va pas forcément extrêmement bien se passer. Ils peuvent d'un seul coup devenir de gentils agneaux, mais lorsque l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre vous appellent et vous dit on a des amis qui sont fichés comme ultra-violents, d'ultra-gauche, qui ont déjà fait des manifestations extrêmement difficiles, extrêmement dures sur le sol national, on vous les signale qu'ils ont intention de venir parce que les écoutes téléphoniques ont dit que, parce que nos sources internes ont dit que, on sait que ça ne va pas être le rendez-vous des copains de Georges Brassens. Hein. Donc vous savez déjà par indication qu'il va y avoir une difficulté et donc vous proportionnez vos forces. Ensuite, vous voyez également, en source ouverte, comme on dit, si les associations, si un nombre de personnes mobilisent beaucoup ses amis, et si territorialement, ce qui est le cas d'ailleurs dans l'ouest de la France, des gens se sentent concernés par ce qui se passe. Dans le cas de Sainte-Soline, il y avait notamment un fait qui nous a alertés. Un des agriculteurs a autorisé l'occupation de son terrain pour y mettre la fameuse tour. Donc il y avait un certain nombre de coordination qui montrait qu'il y aurait du monde. Voilà. C'est pour cela que, instruit notamment du fait que des gens extrêmement violents viendraient, que la préfète des Deux-Sèvres et les préfets aux alentours, il y avait même la possibilité d'une noria de tracteurs qui auraient dû venir, qui finalement ne sont pas venus, parce que pour le coup il y a eu des escalades, et moi je remercie la préfète d'avoir discuté notamment avec la Confédération paysanne pour empêcher que les tracteurs n'aillent jusque sur le site. Donc il y a eu une sorte de discussion où ils se sont mis d'accord malgré tout, et je remercie la Confédération paysanne, de montrer leur démonstration de force, mais pas de le faire sur le site, parce qu'imaginez si les tracteurs étaient venus sur le site pour taper les gendarmes, les choses auraient été encore plus graves, si j'ose dire. Et donc, ce que nous avons décidé lorsqu'on a ce genre d'opération, alors là, on parle de Sainte-Soline, mais encore une fois, il y en a des dizaines qui se passent bien, et fort heureusement qu'ils ne font pas naître ni les débats médiatiques, ni vos commissions d'enquête. La proportion de forces de l'ordre est de nature, en général,
démontrer qu'il ne faut pas utiliser la force, puisque nous sommes assez nombreux pour montrer que le pouvoir, si j'ose dire, de la force est du côté des forces de l'ordre. La difficulté de Sainte-Soline, c'est, je pense qu'il y avait à la fois une volonté incontestable d'une partie de ces personnes de montrer que la violence permettait de montrer que l'État était violent. Donc c'est toute la question de savoir qui a été violent dans cette histoire. Bon, moi je pense que évidemment la violence n'est pas du côté des forces de l'ordre. En tout cas, quand ils l'ont utilisée, c'est de manière légitime et proportionnée. C'est ce que je pense personnellement. Le site ne ressemble à aucun autre site. Et ce sont des dizaines de kilomètres à couvrir dans des endroits où, sans urbanité. Donc c'était quand même extrêmement compliqué. Les multiplicités des endroits étaient possibles parce qu'il y a la bassine qui est évoquée, mais il y avait plusieurs bassines. Nous ne savions pas quelle bassine exactement allait être concernée. Et les agriculteurs, moi je me rappelle avoir des réunions avec les représentants agricoles et les élus du coin, expliquant que par ailleurs ils avaient peur qu'on vienne sectionner des câbles, envahir des fermes, détruire un certain nombre d'installations. Donc un certain nombre de renseignements en amont, parfois on se trompe pas, parfois on est un peu en dessous, bon, démontrer que ça n'allait pas très bien se passer. Nous avons été quand même surpris par l'organisation répétée du fait que la justice nous donne raison, parce que parfois la justice nous donne tort, mais là la justice a donné raison sur à peu près tous les actes de la préfète et des préfets du territoire, à l'exception encore une fois de la Confédération paysanne pour être acteur, où on a réussi à désescalader, que la volonté pour une partie était de nuire. Se rajoute à ça le fait que des politiques, monsieur le député avait dit nombreux qui viendraient, des responsables politiques nationaux, des parlementaires en écharpe, qui se sont mis parfois devant des personnes, des individus violents, pour se présenter devant le cordon de gendarmes. Bon, heureusement, j'avais demandé aux gendarmes de filmer pour pas que, parce que je connais trop malheureusement désormais d'expérience le fait que par nature, pour un certain nombre d'hommes ou de femmes politiques, c'est de la faute des policiers par principe. Donc désormais, comme des choses sont filmées, on a tous pu voir que, en l'occurrence pour cette parlementaire-ci, tout le monde a démontré que la provocation n'était pas du côté des gendarmes, et d'ailleurs on n'en a plus beaucoup entendu parler. Bon. Mais il y avait un certain nombre de faisceaux d'indices, monsieur le député, qui montraient que ça ne se passerait pas bien, qu'ils étaient nombreux, qu'il y avait des individus violents, des gens de l'étranger qui viendraient, et que par ailleurs, les possibilités d'attaque et la zone à couvrir méritaient une démonstration très forte des forces de l'ordre. Après, par ailleurs, on peut toujours transporter des haches. Alors, il y a quand même beaucoup de bûcherons, du coup, alors qu'habitent Sainte-Soline. Il y a beaucoup de gens qui font des travaux de terrassement. Il y a beaucoup de gens qui jouent à la pétanque. Et il y a aussi beaucoup de gens qui font des cocktails Molotov, sans doute pour le plaisir, ou transportent des bidons d'essence. Bon, voilà, évidemment, chacun voit que tout ça, c'est une douce parodie. La vérité, surtout, c'est que c'est pour ça que la préfète, et c'est pour ça que les préfets prennent des arrêtés d'interdiction de transport d'armes, ça paraît tautologique, mais c'est pour bien expliquer que ce jour-là, à ce moment précis, arrêtés qui ont tous été validés par le juge administratif, je vais quand même le rappeler, que ce jour-là, à des moments précis, on ne peut pas transporter d'armes. Et encore une fois, c'est pas une arme qu'on a trouvée, c'est pas un pavé qu'on a trouvé, c'est pas une boule de pétanque qu'on a trouvée. Voilà. Et pour ceux qui ont été sur le site, ils ont bien vu que les boules de pétanque ne poussaient pas à l'intérieur du champ. Hein. C'est un champ classique, comme il y en a beaucoup dans l'ouest de la France. Voilà. Et on avait bien pris soin d'ailleurs de retirer tous les travaux qui existaient auparavant, parce que parfois dans les manifestations, les gens utilisent dans la violence, dans la foule, ce qui se passe. Là, il n'y avait pas de travaux à proximité. Il faut faire des kilomètres entiers pour atteindre la lignée des gendarmes. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de véhicule. On ne peut même pas ouvrir son coffre pour retirer ce qu'on a mis dedans parce qu'on est bûcheron et que, tiens, spontanément, on a envie de récupérer sa hache qu'on a mis dans son coffre. Il faut prendre sa hache, il faut traverser le camp. D'ailleurs, tout le monde a vu d'ailleurs qu'ils étaient organisés. Ils avaient des boucliers, ils avaient des parapluies. Il pleuvait pas ce jour-là, hein, donc les parapluies, peut-être que voilà. Donc je pense vraiment que pour une partie des manifestations violentes, la préméditation, voilà, comme on dit, était caractérisée, et je pense qu'il serait bon de le reconnaître, parce que je pense que la cause souvent noble que défendent les manifestants, quels qu'ils soient, en tout cas tout à fait respectable, est évidemment bousculée au fond par la violence d'un groupe qui n'est pas majoritaire. Sans doute que les gens violents étaient très, très minoritaires à Sainte-Soline sur les milliers de personnes qui étaient là, notamment ceux qui ont manifesté dans les autres cortèges ou qui ont manifesté dans la ville. Mais malheureusement, les quelques centaines qui étaient très violents ont transformé, me semble-t-il, leur cause en attaque contre les forces de l'ordre et ne n'ont pas servi la cause écologiste. Merci beaucoup. Monsieur Bernalicis.
Merci, Monsieur le Président. Dans les 2 minutes qui me sont imparties, je vais quand même revenir un petit peu sur les propos du ministre qui s'étonnait que les gens fassent usage du droit et des droits qui leur sont dévolus dans le code de procédure pénale, notamment le droit de garder le silence. J'avais l'impression, quand il parlait de ceux qui ont l'habitude d'utiliser tous les moyens de droit pour se défendre, qui parlait de l'ensemble des membres du gouvernement qui sont mis en cause. Mais j'ai dû évidemment me tromper puisque la suite des propos était assez clair sur le sujet. Par contre, je souscris à votre analyse, Monsieur le Ministre, sur le déficit démocratique, sans doute à un moment donné, qui pourrait combler le fait qu'on n'en vienne pas à des situations de violence. Et on se disait avec mon collègue Mathieu que peut-être une proposition que vous faites, s'il y avait une convention citoyenne, par exemple, sur le climat qui était organisée, et que le président s'engageait à, je sais pas, reprendre toutes les propositions et les mettre dans la loi, peut-être que ce serait de nature à faire participer, à participer de la désescalade. Voilà, c'est une proposition pour vous, Monsieur le Ministre. Et pour continuer ma question et venir au fond du sujet, notamment sur Sainte-Soline, alors vous confondez plusieurs manifestations et plusieurs événements, et pour la convenance de votre discours, mais c'est pas grave, on va pas revenir dans ce niveau de détail. Juste à un moment donné, vous dites à Sainte-Soline, il n'y a pas eu de provocation, les gendarmes ont encaissé, subi pendant des longues minutes et longues heures. Bon, alors, moyennant les quads. Je veux dire, si on met de côté les quads et le fait qu'ils aient tiré sur le mauvais cortège, c'est presque vrai tout ce que vous avez raconté. Est-ce que, du coup, vis-à-vis de ces quads et ce qui a été fait par les gendarmes à ce moment-là, les tirs de LBD sur un cortège tout à fait pacifique, vous avez dit, je n'ai vu aucun problème de disproportion d'usage de la force, rien de problématique à Sainte-Soline. Est-ce que, du coup, vous continuez à vouloir que les policiers ne puissent pas être mis en cause et mis en détention provisoire quand ils commettent des exactions, comme ça a été proposé par le DGPN cet été, et est-ce que vous avez l'intention de faire un projet de loi qui va en ce sens, c'est-à-dire de faire en sorte que quand les policiers sont mis en cause dans le cadre de leurs fonctions pour usage disproportionné de la force, qu'ils ne puissent pas faire l'objet de mesures privatives de liberté au moment de l'enquête. Et je terminerai en disant que quand même 24 000 fouilles, et à la fin, on se retrouve quand même avec des pavés, des armes, etc. Mais comment ça se fait, Monsieur le Ministre? C'est invraisemblable. Les gens font mal leur travail. Qui vous mettez en cause en disant ça? Monsieur le Ministre, je vous en prie. Oui, alors, M. Bernassis, il y a des questions qui, je crois, ne relèvent pas tellement de la commission d'enquête, mais je veux bien y répondre par principe, mais je pense que ce n'était pas l'objet de la commission. Je regrette que vous ne condamniez pas les violences une nouvelle fois et que vous les justifiez même. Non, vous ne condamnez toujours pas les violences. C'est d'ailleurs dommage parce que dans des mouvements pacifistes, me semble-t-il qu'on condamne la violence. Et je ne vois pas le rapport entre la défense du climat et jeter un cocktail Molotov sur un gendarme. J'ai du mal. Entre la défense de l'écologie, la défense de la nature et envoyer des boules de pétanque à la tête d'un policier. Je ne vois pas très mal le rapport. Vous le voyez. Je ne suis pas sûr que les gens se disent, tiens, s'il y avait des propositions des conventions citoyennes reprises dans un texte de loi, on arrêterait de jeter des haches sur un sous-officier de la gendarmerie qui est à terre. Peut-être que c'est un lien, mais je ne me paraît pas évident. Je pense que tout le monde y gagnerait, monsieur le député, à dire que la violence, c'est jamais une bonne chose. D'ailleurs, me semble-t-il que la politique, c'est d'essayer d'avoir, dans un débat pacifié, non violent, des discussions qui auparavant se faisaient de manière violente. Mais voilà. Donc je partage évidemment pas vos attendus. Deuxièmement, vous parliez des quads, c'est comme les motos de la Brave, les quads, c'est la mobilité. D'abord, je vous rappelle que j'ai saisi l'IGGN et que l'IGGN, le rapport est à votre disposition, puisque la vidéo qui a été démontrée montrait le tir à partir du quad. C'est pour ça que j'ai saisi l'IGGN sur les 2 gendarmes qui ont utilisé ces tirs et démontrait pas ce qui se passait à côté de la vidéo. Et c'est dommage parce que c'est un peu comme la manifestation à Paris, vous voyez. J'ai vu beaucoup de gens relayer de votre parti politique et sans doute aussi qui vous sont proches, la vidéo de la voiture de police avec le monsieur qui sort son arme. Hein. Et puis on s'est aperçu qu'en fait, il y avait 30 secondes avant. Alors là, on a eu moins de commentaires. Parce que là, on ne vous a pas vu condamner les personnes qui ont tapé à coups de barre de fer les policiers. Je rappelle, les policiers, Monsieur le Président, qui, dans ce cas très précis des manifestations à Paris, n'étaient pas là pour couvrir la manifestation. Ils venaient d'arrêter un dealer.
Dans le cas de la Coupe du Monde de rugby, puisqu'il y avait nos amis irlandais qui buvaient des verres à la terrasse des cafés, dans un endroit qui n'était pas prévu stricto sensu pour la manifestation. Donc vous voyez, ça c'est typiquement une sorte de manipulation médiatique très intéressante de la part notamment de ceux qui n'aiment pas la police et qui n'aiment pas les policiers, leur reprochant même de ne pas assez contrôler les personnes. Finalement, M. Bernalicis, vous souhaitez qu'il y ait plus de contrôle, j'entends. Peut-être il faut-il, à la demande de M. Bernalicis, faire davantage de contrôle. Ils ont fait 6 tonnes de pierres ce jour-là. Peut-être que nous allons contrôler davantage les gens à la demande de M. Bernalicis. Je retiens votre proposition, Monsieur le député. Je constate que dans cette affaire très précise de la vidéo tronquée de Paris, heureusement, il y a eu 30 secondes auparavant qui a été diffusée. Il s'agit bien de gens qui n'étaient pas dans la manifestation, qui étaient en dehors de la manifestation, et qui s'en prennent à des policiers qui n'encadraient pas la manifestation, mais qui venaient d'arrêter un dealer. Voilà. Donc je pense que, monsieur le député, quand on dit la vérité, on ne la dit pas à moitié. Troisièmement, vous m'avez posé la question finalement de la responsabilité des forces de l'ordre et de leur lien avec l'autorité judiciaire. Moi, je souscris totalement aux propos du directeur général de la police nationale et du préfet de police. J'ai eu l'occasion de le dire, je le redis. Il n'a nullement été évoqué et dit que les policiers et les gendarmes, à la demande de leur hiérarchie, dont je suis, demandaient une justice d'exception. C'est tellement vrai que j'ai moi-même proposé l'aggravation des sanctions contre les policiers et les gendarmes, puisque, étant policiers et gendarmes, portant l'uniforme de la République, ayant la violence légitime, ayant des armes, ayant la contrainte du droit, lorsqu'ils commettent des fautes qui sont contraires aux règles qui s'appliquent à tous les Français, ils doivent être davantage sanctionnés que les autres parce qu'ils ont un devoir d'exemplarité. C'est tellement vrai, vous le savez très bien, je crois que vous avez même voté ces dispositions, que lorsqu'un policier ou un gendarme, même en dehors de ses fonctions, lorsqu'il est condamné pour violence conjugale, lorsqu'il est consommateur de drogue et qu'il est confondu comme tel, puisse être, non pas passé dans le conseil de discipline, ce qui était le cas auparavant, mais purement et simplement banni de l'uniforme de la République. Bon, je l'ai fait. Donc moi, je suis pour l'exemplarité et je suis de ceux qui disent oui, les policiers et gendarmes doivent être condamnés davantage que le simple citoyen lorsqu'ils utilisent les moyens que leur a donné le Parlement à mauvais escient. Ensuite, je veux dire deux choses. Il faut distinguer la faute consciente et la faute de la vie de tous les jours, au sens où elle n'a pas été faite de manière consciente. Bon, si je prends l'exemple de ce qui s'est passé à Marseille, qui était l'objet de la discussion du directeur général de la police nationale, on peut penser, dans le cas notamment du policier du RAID, et sans rentrer dans le secret de l'instruction, qu'ils ont eux-mêmes utilisé des armes intermédiaires, puisqu'ils ont accepté l'idée de ne pas utiliser des armes à feu pour utiliser d'autres armes intermédiaires, acceptant eux-mêmes, parce que vous n'étiez pas là au début de mon propos, monsieur le député, mais j'aimerais ici vous le rappeler, la question n'est pas l'utilisation de la violence, mais la proportionnalité de l'utilisation de la violence. C'est très différent comme débat. Donc il me semble, moi, que lorsque des policiers ou des gendarmes utilisent des armes intermédiaires, ils acceptent déjà l'idée de la proportion. Est-ce qu'ensuite, cette proportion, elle est juste ou pas juste ? Ça, bien sûr que c'est au juge de le faire. Peut-être à l'inspection générale de la police et de la gendarmerie, en administratif ou en judiciaire, et à la fin, à un juge d'instruction que de le faire. La question qui se pose, c'est est-ce que le policier et le gendarme, comme tout le monde, a le droit à la présomption d'innocence ? Première question. Je pense plutôt que oui. Et j'ai même l'impression que le policier et le gendarme qui est mis en cause, et il peut être mis en cause, personne ne pense qu'il ne peut pas être mis en cause, il ne peut pas être traité comme un délinquant, parce que par ailleurs, s'il a des responsabilités supplémentaires, il a aussi une voie assermentée, comme on disait à l'époque, supplémentaire. On doit davantage croire, me semble-t-il, le policier et le gendarme que le délinquant, comme je crois davantage la parole du professeur que celle de l'élève. Lorsque un parent d'élève dit quelque chose à un professeur, que le professeur lui dit « écoutez, votre fils a fait ça », peut-être que le professeur ment. Mais il y a quand même, à mon avis, dès le début, quand on respecte l'autorité, d'abord à donner crédit à la parole du professeur. Ça ne veut pas dire que la parole du professeur, elle mérite d'être acceptée quoi qu'il arrive. Ça veut dire qu'a priori, je suis plutôt du côté du policier, je suis plutôt du côté du juge, je suis plutôt du côté du professeur. Vous voyez, ou je suis plutôt du côté du maire, par exemple, lorsqu'il parle à sa population. Bon. Et puis deuxièmement, monsieur le député, la question qui se pose, c'est la détention provisoire, en effet. Il y a des policiers et des gendarmes qui sont en détention provisoire. En l'occurrence, pour la police nationale, je pense qu'on en a une vingtaine aujourd'hui. Il y a des gens qui méritent totalement y être, bien sûr, parce qu'ils sont confondus de façon évidente, parce que les preuves sont là, dans des faits qu'ils ont déshonoré l'uniforme de la République. Ceux qui ont participé à un trafic de cocaïne en Guyane, les policiers adjoints qui l'ont fait, moi je trouve ça très bien, que pour le propre honneur de la police nationale, ayant aucun doute, en attendant leur jugement, mais les faits étant là de manière incontestable, qu'ils soient mis en détention provisoire. Bien évidemment, je n'ai jamais demandé que les policiers et gendarmes ne le soient pas. En revanche, quand ce qui est prévu dans le code pénal, dans le code de procédure pénale, monsieur le député, c'est-à-dire la garantie de représentation, la pression sur les témoins,
Et le fait que cette personne ne partirait pas à l'étranger, par exemple, privant ainsi de ses papiers d'identité, un policier, un gendarme, dans le cadre de ses fonctions, qui a peut-être utilisé, utilisé la force de manière non conforme à la déontologie et aux règles, bien sûr que le juge doit juger à la fin, doit le sanctionner. Mais faut-il pour autant considérer qu'il a la même place que le délinquant en prison, dont lui n'a pas de garantie de représentation, a envie de faire pression sur les témoins, a une bande organisée qui peut mettre telle ou telle personne dans le changement, dans la pression faite devant les magistrats, ou peut partir à l'étranger pour se cacher. Ce n'est pas le cas, me semble-t-il, de l'immense majorité des policiers et des gendarmes. Donc ce que nous disons, ce n'est pas qu'il ne faut pas que les policiers et gendarmes répondent de leur acte. Ce n'est pas que les policiers et les gendarmes ne soient pas condamnés, bien évidemment, qu'ils doivent l'être, et quand ils le sont, parce qu'ils ont fait des fautes, ils doivent être plus lourdement que n'importe quel citoyen. Mais oui, a priori, il faut d'abord écouter la parole du policier plutôt que celle du délinquant. C'est l'égalité qui me choque. C'est ce que je pense, parce que moi, je suis du côté des policiers et des gendarmes. Cependant, dans ce cas précis des violences, monsieur le député, c'est dommage de ne pas vouloir pas parler de deux manifestations, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur le Black Bloc. Et c'est dommage d'ailleurs que vous ne fassiez pas ce que les autres camarades de la NUPES ont fait, comme le sénateur Durin, qui a beaucoup dénoncé ce que faisait la Brave, par exemple, et qui a passé une journée avec la Brave. Moi, je vous encourage une nouvelle fois, monsieur le député, à venir passer une journée avec les policiers et les gendarmes, parmi eux, avec eux. Ça ne veut pas dire que vous serez d'accord avec eux. Vous verrez, c'est des pères et mères de famille. Ils ont envie que les choses se passent bien. Vous verrez la violence qu'ils subissent. Et comme le sénateur Durin, je pense que vous changerez alors, à ce moment-là, me semble-t-il, d'opinion, sans être tout à fait d'accord avec ce que je peux dire. Merci. C'est la représentation nationale, M. Bernalicis. Je vais passer la parole à Mme Miller, ensuite à Mme Marceau et ensuite à M. Mathieu. Donc, Mme Miller, je vous en prie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. La semaine dernière, on a auditionné, donc, comme on l'a déjà évoqué, le collectif Bassine Non Merci. On a été, pour certains d'entre nous, assez effarés par ce qu'on a entendu. On a évidemment patiemment écouté des individus qui étaient sans doute mus par une extrême motivation en faveur de la protection de l'environnement, à n'en pas douter, mais qui, par leurs propos, nous ont alertés, s'il était encore besoin d'être alertés, sur une tendance dans la société et dans certains groupes écologistes, qui est celle de la désobéissance civile. C'est évidemment, je pense qu'il faut distinguer effectivement deux catégories. On a effectivement des manifestations, comme vous l'avez dit, avec des gens qui sont pacifistes, qui viennent pour manifester pour des idées, et qui sont un peu débordés par des groupuscules violents qui sont absolument pas là pour la défense d'idées, mais pour casser. Et on a en revanche là, et on l'a vu avec l'audition de la semaine dernière, des organisateurs de manifestations qui relie directement la cause à de la violence et à une volonté d'être violent à l'occasion de manifestations. On a le porte-parole donc la semaine dernière qui nous disait, je cite, « Nous nous sommes autorisés à pratiquer la désobéissance civile ». Ce dernier estimait d'ailleurs la semaine dernière encore que c'était vos arbitrages qui avaient conduit à la violence lors de la manifestation. Il allait même jusqu'à suggérer de qualifier les forces de l'ordre de groupuscules violents. Donc nous, évidemment, on croit, Monsieur le Ministre, que transgresser la loi sous prétexte de l'action, qu'une action serait légitime, c'est un glissement extrêmement dangereux dans nos démocraties. Cette légitimité, en effet, elle peut évidemment être prétextée pour n'importe qui et par n'importe qui, par quelqu'un d'extrêmement pacifiste, mais aussi par des dangereux criminels. Et comment est-ce qu'on peut, la question c'est comment est-ce qu'on peut gérer cette inversion des valeurs, stopper finalement cette tendance grave de considérer que la légitimité d'une action permet de passer outre les lois de la République. Et plus précisément, est-ce que vous pensez que l'arsenal juridique qui a déjà été renforcé par la loi du 24 août 2021, est-ce qu'il est finalement suffisant face à cette radicalité aujourd'hui ? Monsieur le ministre, je vous repasse la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, j'ai essayé d'évoquer deux glissements sémantiques ou deux inversions de valeurs. Non, mon propos introductif, la proportionnalité pour l'utilisation de la violence et le fait que les biens étaient aussi importants que les personnes à protéger. En tout cas, c'est la Déclaration des droits de l'homme qui le dit et l'ensemble de nos codes juridiques. Le troisième, peut-être, glissement sémantique qui apparaît, alors il apparaît de façon plus minoritaire, mais c'est ce que vous disiez, c'est finalement qu'il y a deux groupes qui s'opposent. Il y aurait
des policiers, des gendarmes, et puis il y aurait des manifestants, et que finalement, on a qu'à regarder à la fin, non pas qui a gagné, c'est pas l'objet, mais qui a mal utilisé la force. Bon, évidemment, je vais m'inscrire totalement en faux dans ce glissement. Les policiers, il n'y a pas deux camps qui s'opposent. Il y a des forces de l'ordre qui ne sont pas la police du gouvernement, qui sont la police nationale ou la gendarmerie nationale, qui appliquent la loi votée par les parlementaires ou qui appliquent les décisions de justice. Je rappelle d'ailleurs que lorsque nous mettons des gens en garde à vue, lorsque les gens sont des prolongements de garde à vue, lorsqu'il y a des contrôles d'identité, c'est toujours sous l'autorité des magistrats. Ce n'est pas sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. Je ne demande pas de mettre quelqu'un en garde à vue. Ce n'est pas possible. Je sais que beaucoup de gens aimeraient que le ministre de l'Intérieur puisse décider des arrestations, des interpellations, des mises en garde à vue, des mises en examen. Ce sont des magistrats indépendants qui le font. Et ils le font, vous le constatez, de manière extrêmement divers. Le procureur de la République à Sainte-Soline, comme c'est le cas évidemment à Paris. Donc la séparation des pouvoirs est garantie. La police et la gendarmerie ne sont pas la police et la gendarmerie du ministre, mais la police et la gendarmerie qui applique la loi et qui applique les décisions de justice. Et donc on ne peut pas mettre un signe égal entre manifestants violents, et je trouve que manifestant c'est un mauvais mot, mais entre personnes violentes, quelle que soit leur cause, et les forces de l'ordre. Parce que ça voudrait dire en effet que les règles de la République qu'elle s'est choisie démocratiquement sont relatives et sont interprétées, et qu'en soi la violence c'est un combat qui permet de les changer. Bon. Donc moi je crois qu'il y a des moments qui permettent de changer les règles démocratiques, ça s'appelle les élections. Il peut y avoir des actions démocratiques et pacifistes qui permettent de faire des pressions pour changer la loi. Changer la loi, c'est ce que vous faites tous les jours, et on fait de la politique pour la changer. On considère que l'ordre établi n'est pas le bon, alors on se bat pour ça. Mais indépendamment des élections libres et disputées, il y a un certain nombre d'actions qui sont des manifestations, par exemple, pacifistes. On a vu des manifestations nombreuses et pacifistes changer une loi, que ce soit évidemment dans le domaine sociétal ou dans le domaine économique. Donc moi je pense qu'effectivement ce glissement sémantique est extrêmement dangereux. Je trouve que ce qui est dangereux, et ça je pense ça dépasse le ministère de l'Intérieur, et je peux rejoindre ce que disait M. Bernalicis tout à l'heure dans son propos introductif, même s'il le disait évidemment de manière plus provocante, et sans doute pas pour trouver un accord entre nous. Bon, c'est dommage d'ailleurs, c'est dommage. Je trouve que il y a une aspiration chez une partie de nos compatriotes, qui je pense est minoritaire, mais qui est relayée médiatiquement et politiquement et qui est importante, pour dire le combat démocratique n'est pas suffisant, ou en tout cas il est vissé d'avance, et donc il faut aller vers des actions violentes pour se faire entendre. Je crois que c'est en dehors de la façon dont les policiers et les gendarmes travaillent, je pense que ça c'est quelque chose qui devrait tous nous interroger. Le fait que ce n'est pas par des combats démocratiques qu'on arrive à changer les choses, c'est par des combats violents qu'on arrive à prendre conscience, faire prendre conscience à la société. Il y a eu ce genre déjà d'expérience, notamment par l'ultra-gauche en Italie, dans les années 70, qui au début a commencé par des contestations violentes contre les biens et qui s'est terminé par des assassinats contre des personnes. Je ne dis pas que c'est ce qui se passera en France, je dis que quand on a de la violence, il est difficile ensuite de l'arrêter, parce que si la violence contre les biens ne produit pas le changement attendu, et que votre théorie consiste à dire que la violence peut faire changer les choses plutôt que la démocratie, alors peut-être que la violence contre les personnes, non pas, si j'ose dire, par ricochet, ce qui est le cas de la violence contre les gendarmes lorsqu'ils protègent la bassine de Sainte-Soline, et plutôt les décisions de justice de Sainte-Soline, mais comme vision, je veux dire, il faut s'attaquer à telle personne pour pouvoir changer les choses, je pense qu'alors on basculera dans totalement autre chose. Donc oui, vous avez raison, il y a un inversement sémantique. Je veux répéter, moi je pense que cette question des biens est une question très importante. Si le législateur veut changer les principes du droit, les policiers les appliqueront. Mais aujourd'hui, les biens, quels qu'ils soient, sont protégés. Le droit de propriété est protégé. Ce qu'on a fait à Sainte-Soline, c'est qu'on a souillé, on a entaché le droit de propriété. Pas simplement des bassines, mais ne serait-ce que des champs des agriculteurs. On imagine que ces champs d'agriculteurs qui ont été traversés par des milliers de manifestants, qui ont été piétinés par des manifestants, ils ont retrouvé pendant des semaines et des semaines des mortiers, des boules de pétanque, des pavés, inutilisables pendant plusieurs mois, et personnellement, enfin, ça n'a choqué manifestement personne médiatiquement. On a entaché le droit de propriété. Mais si le Parlement ou la politique décide que le droit de propriété, c'est pas grave, ben dans ces cas-là, il faut le dire aux forces de l'ordre, ils ne font qu'appliquer la loi. Bon.
Je crois que beaucoup de gens considèrent que le droit de propriété, c'est un droit de l'homme et qu'évidemment, ils considèrent tout cela comme étant positif. Parce que derrière cette idéologie, Madame la députée, je pense qu'il y a beaucoup d'idéologies anticapitalistes et antidémocratiques sous prétexte de protéger l'écologie. Et notamment, chacun sait que pour une partie de l'ultra-gauche, la propriété ne devrait pas exister. Que la communautarisation des biens, d'ailleurs il y a beaucoup de propos sur ça, il y a des biens qui ne méritent pas d'être propriété, c'est le cas de l'eau, c'est le cas... Bon, c'est une discussion politique et idéologique, mais derrière tout ça, c'est sans doute ce que pense en partie peut-être M. Bernalicis, que je vois n'écoutant pas mes contestants, je pense qu'il y a une idéologie qui consiste à penser que le droit de propriété, c'est pas bien. Voilà. Voilà, donc c'est une question fondamentale. Et la démocratie libérale, et les élections libres et disputées, et l'idée que la cause est plus importante que la démocratie, que le choix majoritaire libre et disputé. Donc, à la fin des fins, le policier et le gendarme, il en vient à appliquer ce que nous avons décidé depuis 1789. S'il faut changer des fondements, il faut juste le dire aux policiers et aux gendarmes, ils font ce qu'on leur demande, ils appliqueront le droit tel que voté par les parlementaires. Merci beaucoup. Madame Arceau. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Ministre. Nous avons également auditionné dans notre commission d'enquête l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve. Et ce dernier soutenait lors de cette audition que l'attitude de la France insoumise à l'égard des forces de l'ordre n'était pas responsable, je le cite, et que qualifier un ancien ministre de l'Intérieur d'assassin, entre guillemets, sans dénoncer les violences dans les manifestations était indigne. Alors selon vous, quel est l'impact des déclarations et postures de certains responsables politiques sur l'ampleur des violences lors des manifestations dont nous parlons aujourd'hui ? Pensez-vous que les événements de Sainte-Soline ou encore par exemple l'incendie de la mairie de Lyon pendant les manifestations contre la réforme des retraites auraient eu lieu sans certaines déclarations de responsables politiques ? Établissez-vous un lien direct entre certaines déclarations politiques et le caractère insurrectionnel et violent de certains manifestants ? Vous nous avez d'ailleurs parlé de la réalité, de l'attitude de certains parlementaires présents sur site à Sainte-Soline. Donc moi j'aimerais bien que vous nous précisiez qui ils étaient. Et d'ailleurs, Bassine Nonmercy, la semaine dernière, était accompagné d'un juriste de la Ligue des droits de l'homme qui nous a remis un rapport. Et dans un rapport de différents observatoires qui géographiquement qui dépendent de la Ligue des droits de l'homme, et en fait il mettait les photos en fait des parlementaires en écharpe clairement dedans. Donc certains on les connaît effectivement, on le sait clairement. Ils nous ont remis publiquement ce rapport. Donc moi je voudrais savoir ce que vous pensez de tout ça. Merci. Je repasse la parole à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Je crois que la parole publique a une influence sur les personnes, incontestablement. Surtout lorsqu'on est des responsables politiques, candidats à l'élection présidentielle, que des millions de personnes votent pour vous, vous avez accès à une très large audience. Je pense que la responsabilité politique, dans responsable politique et responsable, fait qu'on sait tous que la parole, au commencement était le verbe, a une influence sur les personnes. C'est une évidence, surtout quand on a la chance ou l'honneur d'avoir une adhésion à sa personne. Voilà. Et donc évidemment, les propos, les organisations, les slogans, les caricatures, les insultes, qui peuvent faire partie du jeu politique et qui sont parfois excessifs, qui ont toujours existé dans la République, sont d'autant plus inquiétants lorsqu'ils sont répétés, conscients et dont on voit quelles sont les causes. Je trouve que la manifestation dite anti-police organisée par la France insoumise, en partie, pas simplement, dans laquelle j'ai constaté que le Parti communiste français et le Parti socialiste étaient désolidarités. Et moi, je pense qu'on peut saluer cette responsabilité du Parti socialiste et du Parti communiste, parce qu'on savait que ça allait mal se terminer. Et que, évidemment, des slogans avec un flic, une balle, suicidez-vous, c'est parfois ce qu'on dit dans les manifestations. Parce que les mêmes parlementaires, parfois, nous posent des questions sur le malaise dans la police nationale. Et les manifestations auxquelles ils participent, parfois, on dit suicidez-vous aux policiers qui encadrent. Les policiers et les gendarmes, ils sont quand même plutôt pleins d'honneur et on devrait plutôt les remercier. Ils encadrent des manifestations de gens qui ne les aiment pas, et qui les insultent et qui leur disent suicidez-vous. Bon, c'est quand même quelque chose qui, psychologiquement, en tant que responsable du bien-être des personnes, devrait quand même nous interroger. Donc oui, je pense qu'il y a dans l'hyperviolence, dans les propos du leader de la France insoumise, dans les propos de certains, pas tous d'ailleurs, il y a des gens de la France insoumise,
je ne vais pas faire une revue de détail, mais qui me disent voilà, qui ne sont pas d'accord. J'ai vu les propos de M. Ruffin, qui explique à tout le monde, en tout cas aux collègues de M. Bernalicis notamment, que voilà, la question elle est plutôt sociale et économique qu'identitaire et anti-police. Bon, j'ai entendu beaucoup de propositions. Je vois que M. Corbière, par exemple, a souvent des propos positifs sur l'action de la police. Alors que c'est un des seuls des parlementaires de la France Insoumise qui vient au commissariat lorsque je me déplace, et moi je le remercie, parce qu'il montre qu'il peut être à la fois très opposant au gouvernement, être exigeant avec la police nationale, ce que je comprends très bien, et ne pas partager les propos excessifs, ignominieux et parfois extrêmement effectivement insultants, qui déclenchent effectivement un certain nombre, me semble-t-il, de violences. Voilà. De là à les mesurer avec un syndicat, je suis bien incapable de le faire. Mais en tout cas, c'est sûr que ça crée une atmosphère qui est propre, me semble-t-il, au non-respect des forces de l'ordre. Donc je rappelle d'ailleurs que, ça c'est assez intéressant, il y a d'abord une longue tradition de gauche de soutien à la police nationale, à la gendarmerie nationale, il ne faut pas l'oublier. Il y a eu de grands courants humanistes dans la police nationale et dans la gendarmerie nationale. Il y a eu de grandes avancées pour les droits et pour une certaine forme de police. Je pense bien sûr à M. Jox, à M. Chevènement. M. Cazeneuve fait partie de cette tradition de soutien à l'ordre, sans pour autant, évidemment, accepter des dérives de contestation des décisions de justice ou de fonctionnement. Donc moi, je ne confonds pas la gauche, dont une partie, d'ailleurs, la sociologie des policiers et des gendarmes fait culturellement partie, avec des propos excessifs, ignominieux, d'une partie, pas tous d'ailleurs, de la France insoumise et d'autres mouvements de gauche ou d'extrême gauche. Donc je pense que là, il y a une discordance intéressante. Mais c'est sûr que le fait de ne pas voir que les policiers et les gendarmes, c'est souvent les enfants du peuple, les gens qui gagnent entre 2 000 et 3 000 euros par mois, dans des conditions de logement difficiles, qui subissent beaucoup de pression de la société, beaucoup de confrontations avec beaucoup de misère. Ce n'est pas les enfants du département du 440 qui sont policiers. Hein. C'est une exception. Ce sont les enfants des petits fonctionnaires, des artisans, des commerçants. C'est eux qui font les policiers. C'est souvent des gens jeunes. Quand j'entends une différence entre jeunesse et police, je suis toujours un peu étonné parce que, vous le savez bien, allons voir ensemble des écoles de police, vous verrez des gens de 18, 19, 20, 21 ans qui choisissent le service de la police nationale et de la gendarmerie. Je pense que là, il y a quelque chose pour une partie, me semble-t-il, de la police ou de la gendarmerie qui vient des couches populaires et qui vient sans doute d'une appétence à l'idéal de la gauche. Ils n'ont pas choisi le profit quand ils rentrent dans la police nationale. Hein. Je pense qu'ils ne défendent pas a priori l'ordre capitalistique. Hein. La financiarisation du monde, ce n'est pas l'option prise par le gardien de la paix qui est à Tourcoing. Hein. Je pense qu'il est plutôt attaché au service public dans des conditions, on l'a dit, difficiles. Je pense que là, il y a une forme de trahison sentie par ce public-là qui renforce ce que je vous disais sur l'appel à la violence. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une double violence dans le discours d'une partie de la France insoumise. Il y a une violence contre les policiers, systémique, comme on dit maintenant, et qui peut engager des gens à être violents contre les policiers, parce qu'ils tueraient, parce qu'ils seraient meurtriers, parce qu'ils feraient des violences, à ne pas voir qu'il n'y a pas de groupe, mais qu'il n'y en a qu'un. Et après, il y a des délinquants, puis il y a des gens qui ne sont pas délinquants, qui sont des policiers. Et surtout, il y a une violence interne extrêmement forte de gens qui se disent, en fait, on est trahi par des représentants que parfois on protège. Je constate d'ailleurs que dès qu'il y a des menaces, dès qu'il y a des violences physiques, les gendarmes et les policiers sont les premiers à accueillir tous les élus, bien évidemment, de les accompagner, de faire des enquêtes et d'y travailler. Et c'est tout à fait normal. Et c'est normal de le faire. Donc, je pense que cette violence, elle est double et qu'elle peut déclencher un certain nombre de difficultés personnelles pour les policiers et gendarmes, parce que c'est pas drôle de dire à ses enfants, regarde à la télé, on dit que tu tues papa, c'est un truc difficile à faire. C'est que les policiers et gendarmes, aujourd'hui, ils mettent pas toujours sur les carnets de correspondance des parents leur métier, parce que voilà, on a créé ce halo de suspicion autour d'eux, même si l'immense majorité des Français, vous l'avez encore vu, 75% des Français font confiance à leur police, bien évidemment. Et il y a une violence qui peut être effectivement désinhibée lorsque des responsables politiques appellent à la violence ou appellent à des manifestations violentes. Sur les parlementaires, non, je n'ai pas grand-chose à dire sur le fait que je m'interroge toujours, moi, sur des gens qui jouent le jeu démocratique, se présentent aux élections, comprennent le fonctionnement de notre pays, connaissent ce rapport de force, et tout le monde voit bien que
bah oui, ils ont perdu les élections, et c'est pas grave, et un jour peut-être qu'ils les gagneront, et c'est la démocratie. La démocratie, c'est l'alternance. Ils n'ont pas le courage et l'honneur de François Mitterrand d'attendre 23 ans, manifestement, dans l'opposition, pour pouvoir un jour être en responsabilité. Et d'ailleurs, c'est très bien fait, le pays, puisque du coup, bah, ceux qui étaient en majorité, ils ont accepté dans l'opposition, et puis voilà, M. Mitterrand a pu appliquer son programme. Non, l'idée, c'est que ils n'acceptent pas le jeu démocratique, finalement, à refuser les décisions démocratiques dans lesquelles ils se sont inscrites. Moi, que des parlementaires aillent manifester malgré l'interdiction faite par la préfète, confirmée par un juge, que la préfète, très courageuse, prenne contact avec eux pour leur expliquer que les choses seront violentes, et manifestant malgré tout dans ces manifestations, ou d'ailleurs ils sont parfois pris à partie. On a vu des scènes étonnantes, notamment à Sainte-Soline. Il y a un nouveau sénateur là qui a été pris à partie par un groupe de manifestants qui reprochaient d'ailleurs aux sénateurs d'être venus alors qu'ils venaient pour dénoncer effectivement ce que faisait le gouvernement. Donc je pense qu'il y a des luttes internes de rapports de force très compliqués à l'intérieur de ceux qui contestent, ce qui sans doute explique parfois la recrudescence de la violence ou des propos ou des contestations. J'ai vu les propos tout à fait excessifs de Mme Tondelier. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire sur ça. Bien évidemment, Mme Tondelier qui était en contact avec mon cabinet, qui est en contact avec la préfète, d'ailleurs elle ne le nie pas. Bon, donc je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais de voir des parlementaires qui en écharpent, malgré tout ça, viennent aux manifestations qui sont interdites, la préfète leur disant, la préfète dont on ne peut pas soupçonner quel est son bord politique, elle fait son travail de fonctionnaire, pas plus, pas moins, hein. Leur disant attention, ça va être violent, les avertissant que ça va être violent, les décisions de justice confirmant ce que disant Madame la préfète, et venir en écharpe, alors que chacun voit que c'est une scène quasi de guerre, au contact des boucliers des gendarmes, avec quelqu'un qui filme derrière, bah, je suis toujours circonspect devant ça. Voilà. Après, je pense que je suis démocrate, les électeurs choisissent leurs représentants, ils verront ça, et aux prochaines élections, les gens sont élus ou pas réélus. Mais je suis toujours circonspect de voir que les gens qui rentrent dans un jeu démocratique refusent finalement les règles du jeu quand ils perdent. Monsieur Mathieu, je vous en prie. Monsieur Mathieu, je vous en prie. Non, vous ne souhaitez pas vous exprimer, monsieur Mathieu? Je vous en prie, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci d'avoir rappelé abondamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et je vois bien que vous êtes un amoureux d'histoire, je me permettrai de rappeler, mais je suis sûr que vous ne l'ignorez pas, que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est l'enfant d'une longue suite d'illégalités particulièrement graves commises à l'époque, à commencer par la prise de la Bastille, qui était légitime mais illégale, à commencer par la désobéissance au roi, qui était légitime mais illégale. D'ailleurs, vous-même, à chaque fois que vous venez en QAG, vous passez devant cette magnifique sculpture où nos illustres prédécesseurs